L'enregistrement est démarré, on est là, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille du Planétarium de Vaux-en-Velin pour une nouvelle session de Planétarium at Home. On va aujourd'hui parler d'astronomie et de science-fiction avec mes deux acolytes qui sont ici, qui s'appellent Sébastien et Étienne de la chaîne Le Sense of Wonder. On va donc Bonsoir. discuter. Bonsoir à vous deux, merci d'être là, c'est très gentil, Donc, c'est très sympa de vous voir en vrai, enfin en vrai, enfin à distance, en presque vrai. en presque vrai. On va donc discuter Voilà, de ce passer une sujet distanciation avec sociale. vous. On va parler de différentes planètes, différentes étoiles, des liens avec les différents livres, films de science-fiction qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui vient de la science-fiction vers l'astronomie et qu'est-ce qui vient de l'astronomie vers la science-fiction. Dans le chat, vous pourrez poser des questions, bien sûr, à tout moment. Nous sommes tous trois habitués à Twitch, donc on prendra les questions et puis on essaiera d'alimenter notre discussion. On a déjà prévu des choses pour une petite heure, mais on a 1 heure et demie devant nous, donc si jamais il y a plus, eh bien, on prendra vos questions. On a Adrien dans le chat, donc je le répète pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir quelqu'un du coup modéré, donner en plus quelques informations avec le pseudo Minus69AV et la petite épée verte. Voilà, donc je suis médiatrice au Planétarium et nous voici avec nos deux invités. Je vous laisse vous présenter, donc vous faites, voilà, chaîne The Sense of Wonder. Je vous laisse dire un petit peu ce que vous faites sur votre chaîne. Étienne, tu veux y aller? D'accord. Eh bien, donc depuis le Sense of Wonder, au départ, avant d'être une chaîne YouTube, c'était un blog, celui de Sébastien. Et depuis 5 ans, je travaille avec Sébastien pour faire cette chaîne YouTube. Ouais, on parle. Au départ, on parlait principalement d'astrophysique, parce que Sébastien est docteur en astrophysique. Et puis voilà, on s'est étendu sur les sciences de l'univers. On a toujours beaucoup parlé de science-fiction également. Ce sont des sujets au niveau des sujets et des illustrations. On est tous les deux des grands fans de ce genre-là, donc on a Des toujours gros geeks. beaucoup mélangé. Voilà, des gros geeks, des nerds. Euh, et, euh, et voilà, donc on a parlé au départ beaucoup d'étoiles. Après, on a fait une série Voyage vers Proxima B qui parlait de voyage spatial. Plus récemment, on a fait Scientifiction aussi qui parle du lien d'influence entre l'espace et la science-fiction. Euh, avec la fusée lunaire de Tintin, avec l'ascenseur spatial d'Arthur C. Clarke, avec Contact de Carl Sagan. Enfin, voilà, plein de sujets comme ça. Et voilà, est-ce que tu veux continuer, Seb, Et on a ensuite? encore plein de choses en réserve à vous, pour les mois et les années à venir. Mais non, Ouais. c'était très bien, très bien introduit. Donc, je pense on peut enchaîner dans le dur du sujet maintenant. Voilà, j'en profite juste pour vous mettre quand même la petite vignette qui va bien par rapport à votre chaîne. Voilà, le Sense of Wonder, donc ça se trouve sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu, la cloche, tout ça. Moi, je fais votre boulot rapidement. Merci. On le dit jamais Merci. dans nos épisodes, donc c'est Bah oui, bien mais c'est de mettre important, ça c'est en très avant. important puisque pour les vues, tout ça, et c'est une chaîne super chouette, très bien filmée, dans des lieux très chouettes également. C'est souvent filmé, même toujours dans des cadres en rapport avec le sujet. Le dernier que j'ai vu, c'était sur la science-fiction, je crois, et c'était de l'espace, c'est ça? Je me trompe? C'était ça ou pas? Je sais plus. C'est celle Euh, sur la fusée Tintin. Oh oui, c'est ça. Je crois bien que C'était c'était le ça. musée de l'air et de Musée l'espace. de l'air et de l'espace, c'est ça. La Louis cité de Bourget, l'espace ouais. était à Voilà. Toulouse. Et Mais donc, Adrien vient de mettre le lien vers la chaîne YouTube de The Sense of Wonder. Alors, on a réfléchi un petit peu avant la session, quand même, hein, parce que bon, on fait notre travail. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait. Parce que le sujet est très vaste. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait aborder comme élément. On a pensé à la planète Mars, parce qu'il y a quand même plein de choses à dire dessus. On a pensé au satellite de Jupiter Europa. On a pensé à Vénus. On a pensé aussi dans l'autre sens, en partant de films, en partant de livres. Je vous propose qu'on commence par le plus près, Mars peut-être. oui, d'accord. On avait plein de choses à dire sur Mars. Oui. Allez, je vais lancer. Est-ce qu'on sait réchauffer une planète? Est-ce qu'on saurait réchauffer Mars? Est-ce qu'on sait faire réchauffer une planète? Alors, réchauffer une planète, on sait le faire depuis la révolution industrielle, ça, on sait bien faire. On sait Voilà. balancer des gaz à effet de serre dans une atmosphère pour pouvoir augmenter l'effet de serre à l'intérieur d'une planète. Et il se trouve que dans l'histoire de la science-fiction, mais aussi dans l'histoire de la littérature académique,
il y a eu un petit groupe de chercheurs passionnés par ce qu'on appelle la terraformation. Alors la terraformation, c'est un mot qui nous vient d'un écrivain de science-fiction, hein, Jack Williamson, qui a écrit dans les années 40 des bouquins de science-fiction. Et il a lancé ce mot, la terraformation, qui veut dire rendre une planète qui est initialement inhabitable, habitable pour des humains comme nous. Et l'idée, c'était que au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu pas mal de... On m'a perdu en vidéo, on me dit. Non, non, tu es là, c'est bon. Ah, je suis là, non, tout va bien. Pas de panique. Donc voilà, donc il y a eu toute une littérature qui s'est développée autour de la terraformation de Mars. Donc comment est-ce qu'on pourrait rendre Mars habitable, hein, parce qu'aujourd'hui sur Mars, l'atmosphère elle est pas super respirable, hein, il y a plus de 95% de CO2 à respirer, une atmosphère enfin, 100 fois moins dense que sur Terre, une température enfin, il fait froid, il fait essentiellement très froid sur Mars. Euh, donc l'idée ce serait d'augmenter la température moyenne de Mars de 60 degrés, de multiplier la densité de l'atmosphère par 100, et puis d'introduire de la vie microbienne qui pourrait voilà, produire de l'oxygène, changer la composition chimique de l'atmosphère et rendre Mars un peu plus habitable dans une échelle de temps qui se compterait en siècles, voire en millénaires. Alors évidemment, si on prend ça but en blanc, ça a l'air facile, mais en pratique, on parle de changer toute la chimie d'une planète, hein, ce qui est quand même très très loin d'être à notre portée pour les millénaires à venir, je dirais. Enfin, Ouais. en tout cas, en termes de faisabilité technique, hein, parce que la faisabilité physique, elle est toujours là, mais la faisabilité technique, elle implique je sais pas moi, de faire s'écraser des astéroïdes sur Mars, pour la réchauffer, pour pouvoir balancer une couche de poussière sur les calottes polaires de Mars, pour pouvoir modifier ce qu'on appelle son albédo, ce qui est la fraction de la lumière du Soleil que Mars rebalance dans l'espace. Donc, l'idée, c'est de rendre l'atmosphère de Mars plus absorbante pour pouvoir la réchauffer. Et en fait, voilà, on peut s'amuser comme ça à triturer la composition chimique de la planète, à balancer des miroirs dans l'espace pour pouvoir chauffer le régolithe martien. On peut imaginer plein de trucs, mais on peut imaginer plein de trucs avec des sous infinis. En pratique, on n'a pas. Mais on sait Donc, pas faire donc ça, on l'a jamais fait. on sait pas faire, c'est-à-dire d'avoir des sous. De mettre des miroirs dans l'espace pour réchauffer la planète, de mettre... Bon, en fait, s'il y en a qui ont essayé. Non, ce qu'on appelle des voiles solaires, donc des espèces de grandes tourelles de 1000 arbres, matériaux très très légers qui seraient propulsés par le vent solaire et par la lumière du soleil. Ça on sait faire, ça on a envoyé dans l'espace depuis un moment, et on peut s'en servir comme de miroir pour pouvoir réchauffer le régolithe lunaire, en tout cas dans le monde idéal de la science-fiction Mais et je dans le crois monde qu'on a idéal. envoyé des miroirs dans l'espace, ça n'a pas été probant, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a essayé, je sais plus quel pays c'était, mais ça avait été tenté. L'Union soviétique Ouais. qui avait voulu faire, ça, je crois. Ouais. Ou l'Allemagne. Je ne sais plus, mais ça a été ça. Ils avaient voulu faire ça il y a quelques temps. Les astronomes ont râlé, bien sûr, parce qu'ils ont fait un gros phare dans le ciel. Forcément, oui. Réchauffer une planète, on sait faire, il suffit d'allumer sa voiture, hein, voilà. Donc c'est pas si science-fiction que ça, disons qu'effectivement il faut des sous infinis. Donc Sébastien, tu évoquais du coup l'idée de refaire une atmosphère sur Mars, à savoir qu'il ne Ouais, faut pas non plus la perdre, puisque Mars n'a plus de champ magnétique. Et donc petit à tout à petit... fait. Alors, en pratique, le champ magnétique, alors pour rappel, pour les gens qui ne connaissent pas cet argument-là, on parle de champ magnétique comme Mars comme d'un gros aimant, et Mars a perdu son champ magnétique, donc son intérieur ferreux a arrêté de tourner à l'intérieur d'elle-même il y a très très longtemps, et du coup, elle a perdu son bouclier magnétique qui est censé protéger son atmosphère de l'érosion. C'est-à-dire, le Soleil nous envoie un bain de particules chargées à haute vitesse en permanence, qu'on appelle le vent solaire, et une partie de l'atmosphère des planètes du système solaire s'échappe en étant emportée par ce vent solaire. Une autre partie s'échappe en permanence à cause de la température de ces particules, qui sont trop légères pour pouvoir être gardées par la gravité de la planète. Mais disons qu'il y a un argument classique qui veut que le bouclier magnétique d'une planète ralentit l'érosion de son atmosphère.
Et ça, en pratique, on n'en est pas si sûr que ça. Parce que quand on regarde, on a des mesures récentes, par exemple, de l'échappement atmosphérique de Mars, grâce à des sondes comme Maven, qui a été envoyé spécifiquement pour ça. Et il y a des papiers récents qui ont montré que cet argument de la protection d'un champ magnétique pour garder son atmosphère, elle marche pas tellement, parce que Mars a vraiment plus beaucoup d'atmosphère, certes, mais le taux d'échappement atmosphérique de Mars, il n'est pas radicalement différent du taux d'échappement atmosphérique terrestre. Ça reste du même ordre de grandeur, et du coup, voilà, ça reste en question aujourd'hui de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin d'un champ magnétique. Alors c'est quand même pratique pour éviter des particules chargées qui arrivent à la surface de la planète et qui pourraient, par exemple, détruire de l'ADN, hein, je sais pas. Moi, je suis content d'avoir un champ magnétique, personnellement. Ça me rend plus serein dans la vie de tous les jours, et d'avoir une atmosphère aussi à respirer, et d'avoir de l'eau à la surface de la planète aussi. C'est pas mal, hein. C'est vrai que c'est pas mal. Alors Donc après, on bien vit sûr, quand même sur une belle planète. s'il y a un problème sur Mars aussi, c'est que Mars n'est pas très très massive, il faut retenir l'atmosphère, donc il faudra sûrement l'alimenter au fur et à mesure. Et il y a justement des histoires de science-fiction qui parlent de terraformation où on doit réalimenter, enfin souvent en fait, l'atmosphère de Mars en balançant dessus des cailloux glacés qui vont se dissoudre dans l'atmosphère de Mars, rajouter de l'eau, etc. Est-ce qu'on en parle un petit peu? Moi je pensais à Mars la rouge, Mars la bleue, Mars la verte. Si tu l'as Alors, il faut sous savoir la que moi, main. j'ai commencé Ah à oui, le lire il y a très très longtemps. J'ai lu le premier tome, et j'avoue que j'ai beau être un super grand fan de hard science fiction, mais regardez les pavés que c'est. Ah, moi Regardez la ça m'a pas fait peur, y a pas de problème. voilà. de ces bouquins, C'est plusieurs de assez ces bouquins. épais. Donc c'est très épais et c'est assez ardu à lire en pratique. Euh, alors moi, je l'ai lu il y a très très longtemps, donc je ne pourrais pas dire que j'aurais le même regard aujourd'hui. Je pense que je préférerais le relire aujourd'hui, je pense. Mais c'est un peu froid comme style d'écriture. Disons que si vous aimez de la littérature, ou vous aimez être attaché à des personnages, c'est pas ce genre de littérature. Alors, on voit Asimov non plus. Asimov non plus. Ça s'appelle de l'hard SF. Après, voilà, c'est vraiment. On en parlera tout à l'heure, mais il y a plusieurs types de science-fiction, bien sûr en termes de thématique, mais également en termes de style, qui sont plus ou moins proches de la science. Donc là, on est vraiment dans le plus proche possible, hein, grosso modo. Tant en termes de sciences comme la physique, les maths, l'astro, etc. Et autant en termes de sciences sociales, humaines, etc., puisque ça parle aussi quand même de planétopolitique, je ne peux pas dire géopolitique, puisque c'est pas géo, c'est pas là. Et donc il y a aussi une espèce d'anticipation politique qui est très intéressante dans ce livre. Je regarde un petit peu les questions qu'on a, parce qu'on a beaucoup de gens qui discutent depuis qu'on a commencé. Alors, quelqu'un parlait... Voilà, Penelope Six nous demande s'il y a un effet de serre possible sur Mars. Alors, il y a un effet de serre sur Mars parce qu'il y a du CO2 sur Mars. Hein, c'est le principal gaz. Ouais. Voilà, c'est le principal gaz de la planète en fait. Mais l'effet de serre généré par le CO2 sur Mars, il est beaucoup plus faible que sur Terre parce que son atmosphère est beaucoup moins dense. En fait. Et c'est pour ça qu'il fait. Sur pression partielle, voilà. Ouais. Tout à fait. Donc 96% de CO2, ça ne change pas grand-chose au fait qu'il est fait entre moins 120 et plus 20 degrés. Selon que vous êtes en hiver, en été, à l'équateur ou au pôle. Mais 20 degrés, il ne faut pas sortir en t-shirt parce qu'il y a quand même très peu de pression. On a Adrien qui nous dit qu'il fait 610 pascal. C'est quoi? Attendez, je sais plus compter. C'est 1000 fois moins, 100 fois moins. C'est ça, que sur Terre. Plus de 100 fois moins, ouais. Voilà. Donc si vous allez au plus profond des canyons sur Mars, vous aurez moins d'air qu'au sommet de l'Everest sur Terre. Donc il faut quand même s'accrocher. C'est pas très bon pour la santé de se promener nu sur Mars. En tout cas, pas encore. Mais vous allez voir que si vous vous intéressez... ouais. Je finis juste ma phrase. Si vous vous intéressez à ces histoires de terraformation dans la science-fiction, vous verrez que petit à petit, les gens arrivent à sortir avec juste un masque, et puis après, ça se fait très progressivement sur très longtemps. Tout à fait.
Donc moi je voulais juste revenir sur le CO2 et Mars parce que ça m'y a fait penser. Mais il y a eu des études récentes en fait, des estimations récentes qui ont essayé d'estimer le contenu en CO2 de Mars. Alors il faut savoir que Mars n'a pas seulement du CO2 dans son atmosphère, hein, elle a aussi du CO2 dans ses calottes polaires. Ouais. Donc les glaces du pôle sud de Mars sont essentiellement à la surface des glaces de CO2, pas des glaces d'eau. Il y en a aussi dans son régolithe, c'est-à-dire l'espèce de couche de poussière qui représente les 100 premiers mètres du sol martien en termes de profondeur. Et ben tout ça, ça contient du CO2 latent et qui pourrait être utilisé si on voulait terraformer la planète, hein, si on avait de la monnaie infinie, de la YouTube monnaie infinie. On pourrait voilà, extraire ce CO2 du régolithe martien, par exemple en le chauffant depuis l'orbite avec des immenses miroirs géants, ou en mettant voilà, des espèces de gros radiateurs sur Mars pour pouvoir chauffer le sol. Je ne sais pas à quel point ce serait efficace et à quel point ce serait souhaitable, mais en tout cas, ce serait l'idée derrière le fait de créer un échappement atmosphérique, un échappement du CO2 qui est contenu dans le sol de Mars. Mais même là, même si on prenait si on brûlait toutes les calottes polaires de Mars, même si on brûlait tout le régolithe de Mars, Mars ne contient pas suffisamment de CO2 pour pouvoir réchauffer la planète suffisamment. Donc il faudrait coupler ça à d'autres méthodes. Et ce qui est marrant, c'est de voir jusqu'où les, les gens qui théorisent la terraformation vont pour essayer de faire augmenter la pression atmosphérique de Mars. Alors ils imaginent balancer des comètes, des centaines et des milliers de comètes sur la surface de Mars pour pouvoir remplir son atmosphère. Finir son Ils imaginent agression, en même fait. utiliser... Ouais, Et, c'est un peu l'idée, ouais. Et ils et, imaginent même et balancer Elon Musk Ah oui, la bombe qui nucléaire, voulait carrément. bombe nucléaire sur l'épaule. Alors sur l'épaule, les plus loin pôle, pas elle plus loin épaule, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Oui, l'épaule. Exactement. Mais même là, ça suffirait pas. Donc, il faudrait en balancer des gaz à super effet de serre. Donc, littéralement, balancer des CFC dans l'atmosphère comme on en faisait avant le protocole de Montréal dans les années 60-70 avec nos frigos. Euh, et il faudrait faire ça à un rythme 10 fois plus élevé que ce qu'on produisait dans les années 90 pendant des siècles et des siècles. Donc, je sais pas, je sais pas à quel point c'est enviable ce genre de truc. En Je fait. sais pas, mais après, ça veut dire Mais, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faudrait qu'on transporte toutes nos industries sur Mars pour arrêter de chauffer la Terre et chauffer Mars. En fait, en gros, c'est ça que tu nous dis. Exactement. Bah, Exactement. Ce qu'il faudrait à Mars, c'est un bon capitalisme des familles pour pouvoir bien réchauffer la planète. D'accord, très Mais bien. le problème avec ça, c'est que nos industries, et c'est parce qu'elles carburent au combustible fossile. Mais C'est les ça. combustibles fossiles, ils sont arrivés sur Terre grâce à la vie, grâce à des millions d'années de fossilisation. Donc forcément, il ne s'agit pas juste de déplacer les industries, Déplacer le euh, pétrole. C'est compliqué. il faut déplacer le pétrole, il faut déplacer le charbon, tout ça. C'est Donc Ça compliqué. fait un sort de scénario le moins efficace du monde quand même. Hein. voilà. Donc c'est là qu'on quitte la RDSF pour tomber dans la SF Fantasy, on en parlera tout à l'heure. On va rester un petit peu sur Mars et on va plutôt maintenant s'intéresser aux habitants de Mars, qu'ils soient humains, robotiques ou autres. Et je propose qu'on remonte dans les années 1900 et quelques. On va parler d'un scientifique qui a fait des choses très connues, pas top, et qui a fait des choses moins connues, beaucoup mieux. Alors, on garde le mystère pour l'instant. On va d'abord commencer par les choses pas top. Je te laisse commencer peut-être, Étienne. C'est toi qui voulais en parler. Je vais afficher la tête du monsieur pendant ce temps-là. Et on va du coup parler de petits martiens, qu'ils soient verts, humains ou robotiques. Non, du coup, je vois pas de qui tu parles. Euh, Ah, tu vois pas non plus, Percival Sébastien? Noël. Oui, Percival Noël, c'est ça, tout à fait. Ah oui, non, c'est pas moi, je le connais pas. C'est Sébastien qui Oui, voulait c'est en parler. Sébastien. Ah, j'ai dit Étienne, pardon, excuse-moi. Oui, oui, je t'en prie. Du coup, je peux vous raconter la petite histoire parce que voilà, dans la fin du siècle. Oula, on t'entend plus. Ouais, Allô? ça coupe par moment. Oui, Là, c'est pardon, bon. désolé. C'est bon, c'était revenu. Magnifique. Donc, dans la fin des années 18, genre 18, Oula, non. ça passe plus. Ouais, il faut que tu recommences là, c'est bon, t'as pas entendu. Et en fait, Sébastien ne vous le dit pas, mais il est sur Mars à 40 minutes de décalage, donc c'est difficile. Ce serait magnifique. Il n'y a pas de fibre sur Mars, malheureusement. Voilà, c'est vraiment. Tu as une connexion difficile chez toi, Sébastien? D'accord.
Bah écoute, je vais commencer et puis tu peux reprendre la parole dès que ton micro fonctionne. Donc, Percival Lowell Je t'en prie. était contemporain de cette époque où on ne savait pas trop si on était seul dans l'univers, on ne sait toujours pas, mais où on avait beaucoup d'hypothèses à ce sujet sur les planètes proches, Vénus, Mars, etc. Il a observé Mars, l'un des premiers, je pense, avec un télescope. Je ne sais pas ce que c'était comme télescope, je ne sais plus comment il s'appelait. Vous trouverez une photo sur internet avec il est derrière son télescope en 1914, et donc il a observé avec un télescope qu'il y avait un problème de résolution spatiale. Et forcément, si vous savez les petits pixels qu'il y a sur vos images, hein, vous avez une maison avec des pixels comme ça. Si une des fenêtres de la maison fait moins de 3 pixels, vous aurez beau zoomer dessus, vous verrez toujours une fenêtre qui fait 3 pixels et vous n'aurez pas plus de détails. Et dans un télescope, ce qui fait ça, c'est le diamètre de l'instrument. Si votre télescope a un plus grand diamètre, vous allez avoir une meilleure résolution. Vous pourrez voir des choses qui sont plus petites en apparence dans le ciel. Et ça, le diamètre du télescope, il n'est pas extensible. Une fois qu'il est fixé, il est fixé. Ce qu'on peut changer, c'est le grossissement, en changeant d'oculaire. Mais comme pour la fenêtre sur votre écran, vous pourrez grossir autant que vous voulez. Si c'est flou, c'est flou. Donc à l'époque, les télescopes ne permettaient pas de voir de petits détails sur Mars. Et quand on grossissait, c'était flou. Mais Percival Lowell était persuadé d'avoir vu des canaux sur Mars. C'est-à-dire des rivières qui ont été creusées par des martiens, probablement. Alors je vais vous montrer un petit peu les dessins qu'il a fait. Hop, propriété. Voilà, donc du coup je te laisse reprendre Sébastien si ton micro remarche. Et est-ce qu'on m'entend du coup? Oui, Est-ce qu'on moi je m'entend t'entends très que- bien. Je viens de te mettre Ah. off, voilà, les canaux martiens tels que vus par ce monsieur Percival Lowell. Et je te laisse prendre la suite. Du coup, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était un problème de résolution de son Tout à fait. instrument ou pas? Alors, Oula. Non, on t'entend toujours pas. je suis désolé. C'est marrant parce que Je suis vraiment ta désolé. connexion laisse passer que les phrases intermédiaires et pas les phrases. C'est une censure peut-être. Je sais pas. Ah, je sais pas. Est-ce que t'as pas un truc qui tourne en même temps? Quelqu'un qui télécharge quelque chose, c'est toi en même temps? Alors donc il va vérifier. Il va vérifier de son côté. En attendant, donc Percival Lowell, il avait vu ces canaux sur Mars. Il pensait bien sûr qu'il y avait des extraterrestres, etc. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé des sondes sur Mars, on a pu le voir de plus près, on a pu se rendre compte que Mars est un désert froid, qu'il n'y a pas de canaux sur Mars, que c'était juste du coup un problème dû à la résolution de l'instrument de Percival Lowell. Et aujourd'hui, on cherche de l'eau sur Mars, on en trouve plutôt sous la Terre, sous la surface de Mars. On pense en avoir trouvé près du pôle sud, mais ce n'est pas encore sûr, ce serait de l'eau salée de toute façon. Donc voilà, à voir. En tout cas, c'était pas aussi joyeux que le prétendait Percival Lowell, et c'est en général pour ça qu'on connaît ce monsieur. Sauf que Percival Lowell, est aussi connu pour autre chose. C'était le directeur de recherche d'un étudiant dans les années 1930 qui s'appelait Clyde Tombaugh. Et Clyde Tombaugh, c'est le découvreur de Pluton en 1930. Comment ça s'est passé? Eh bien, Percival Lowell, pas de bol, il s'est encore gouré une fois. Il a vu des perturbations dans l'orbite de Neptune en observant Neptune au fil du temps, et il s'est rendu compte que peut-être, l'hypothèse qu'il a faite, c'était qu'une planète, une 10e planète, serait venue perturber l'orbite de Neptune. Alors il dit, voilà, c'est là qu'il faut regarder. Et Clyde Tombaugh a regardé là, il a trouvé une planète, sauf que c'était Pluton, trop petite pour répondre à cette question. Et c'était en fait Uranus, tout simplement, qui perturbait Uranus et qui perturbait Neptune. Donc voilà, Percival Lowell, connu à la fois pour une erreur d'interprétation et pour une hypothèse un petit peu ratée. Est-ce que tu es revenu, Sébastien? J'ai changé mes connexions. C'est mieux. C'est un petit peu mieux. Ça, Ok, c'est bon, c'était un dommage. petit peu mieux. Ouais, c'est un Vous petit... m'entendez toujours On t'entend un petit peu mieux, ouais. C'est toujours coupé. C'est toujours coupé. Ah Étienne, là là. Étienne, est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur Mars en lien entre du coup l'astronomie et la science-fiction? On a parlé des petits hommes verts, on a parlé de la terraformation. Mhm. Est-ce que tu voudrais qu'on parle peut-être de l'exploration martienne par des humains? Tout à l'heure, juste avant de commencer ça, tu parlais tout à l'heure de la présence d'eau liquide sous la surface. Oui, on a réussi à trouver, c'était en
début 2018, je crois, ou fin 2017, on avait découvert la présence en radar de lacs souterrains. Donc salé effectivement, hein, comme tu disais, donc beaucoup trop salé pour que ce soit compatible avec de la vie. Mais voilà, les conditions de température, de pression et donc de salinité étaient réunies pour pouvoir dire qu'effectivement il y a de l'eau et c'est assez grand comme lac, hein, visiblement. Même si j'ai plus les chiffres. Et voilà, il y en a un autre d'ailleurs qui a été découvert il y a quelques mois. Donc voilà, en tout cas c'est très intéressant. Il faut continuer à chercher, mais de toute façon c'est beaucoup trop profond pour qu'on puisse envisager de forer jusque-là. Actuellement, même les forages, euh, la sonde allemande sur InSight, elle est beaucoup trop. Elle a déjà du mal à forer la surface de Mars, et puis même le forage le plus profond qu'on va réussir à faire, probablement, ça va être sur la Lune. Ce sont les Chinois qui viennent d'envoyer Chang'e 5. Et ce serait de l'ordre de 2 mètres, donc des kilomètres, on peut pas envisager. Et sur Terre, le plus profond, c'est les Russes qui l'ont fait, c'est 12 km. On en a parlé la dernière fois, et Ouais, le problème c'est qu'après la roche elle est très chaude et très visqueuse, et on n'arrive plus à creuser, ouais, l'instrument chauffe exactement. trop, donc on est arrivé au maximum. Et du coup, ce que tu dis, le fait de creuser sous la glace, on en reparlera tout à l'heure, puisqu'il y a aussi une question d'éthique scientifique qui est en jeu quand on creuse sur une planète. En attendant, je t'ai mis, Étienne, une petite image pour faire un saut dans le temps. Donc on va passer des Oui, années seul sur Mars. 1930 à 2050 quelque chose. Seul sur Mars, effectivement. Aujourd'hui, on a quand même des films de science-fiction qui s'inspirent grandement des travaux de la NASA, finalement. Oui, je trouve qu'on a fait bien sûr beaucoup de progrès par rapport à la représentation des planètes ou même de Mars. L'exploration de Mars a été extrêmement intensive, hein. C'est la planète qui a été la plus qui a reçu le plus de missions. Ça se compte en dizaines. Mhm. Donc même actuellement, hein, on peut dire que Mars est peuplé de robots, la seule planète peuplée de robots. Euh, je trouve que on a de plus en plus déjà de films de science-fiction parce que le- la science-fiction bénéficie des progrès du cinéma, mais la science-fiction bénéficie aussi des progrès de la science. Et de ce côté-là, Mars, Mars a beaucoup bénéficié de toutes les images, de tous les relevés qui ont été faits pour rendre cette arrivée sur Mars d'humains plus faisable, plus plausible. Après, par exemple, puisqu'on cite Seul sur Mars, euh, ça commence quand même par une tempête de poussière qui, C'est un peu qui, trop qui gros dévaste guillemets. les installations, etc. Mais on l'a vu tout à l'heure, la pression atmosphérique de Mm. Mars, elle est un centième de celle de la Terre. Donc, en pression atmosphérique, ce que vous ressentez, vous pouvez avoir des vents à 100 km/h sans que vous ressentiez rien comme poussée, en fait. Donc, C'est de ce 500 côté-là, c'est. km/h, mais c'est vrai que. En fait, c'est intéressant parce qu'ils ont donc fait un vent qui pousse très fort, comme avant sur Terre, en fait. Ouais, Alors qu'ils auraient pu faire le même scénario avec les tempêtes martiennes pour une autre raison, qui est en fait très embêtante également, c'est que la poussière de Mars, elle est extrêmement fine, comme celle de la mm, Lune, quelques micromètres pour les grains. Et avec une tempête comme ça, vous recouvrez tous les panneaux solaires. Donc voilà, ça on l'a vu avec les rovers martiens. Je sais plus si c'est Spirit ou Opportunity qui s'est complètement enlisé, qui marche plus du coup à cause de ça. Et puis ben, ça pénètre dans les instruments. Ça pénètre à l'intérieur, ça fait des courts-circuits. Quand les astronautes sont allés sur la Lune, ils avaient de la poussière lunaire jusque sur leur t-shirt, une fois qu'ils rentraient à l'intérieur. Donc, même si, comme tu dis, Étienne, le vent n'est pas ressenti de façon très forte, on peut pas envoyer valser Mark Watney avec un pieu dans le ventre. Et quand même, ça aurait ouais, bousillé tous leurs ordinateurs et ça aurait été quand même assez problématique. Euh, Alors, je me rappelle avoir lu une absolument. interview de Andy Weir qui disait que, bah, au final, s'il n'y avait pas cette tempête martienne du début, il ne pouvait pas y avoir d'histoire. Donc, c'est assumé qu'il introduit cet élément narratif qui est l'élément le hmm, moins réaliste de l'histoire, ouais, mais c'est juste une manière ça reste un d'amener film. le sujet du Hmm, film ou du bouquin, parce qu'initialement, c'est un blog qui a été converti en bouquin, qui a été converti en film.
Et l'idée, c'était voilà, de voir comment est-ce qu'on pouvait survivre sur Mars le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, le régolithe, enfin, la poussière martienne qui va sur les panneaux solaires, on le voit dans le bouquin. Alors, je ne sais plus Ouais, si on le voit dans le ça on le film, voit. mais On le voit dans le dans le film, bouquin. ouais, et il doit même les dégager. Mais on aurait pu Ouais. imaginer que la tempête est arrivée, ça a bousillé toute la base, il reste que le vaisseau, ils s'en vont et il restait Mark Watney en expédition. Ça aurait pu être comme ça aussi. Ça aurait peut-être été moins spectaculaire. Effectivement, hein, on fait maintenant plus de films qui respectent la science, mais forcément, ça reste des films. Il faut du spectacle. C'est normal, comme tu dis, c'est aussi les. C'est une histoire, c'est faux de la Ouais. narration et des rebondissements. Donc, on peut s'en servir, se servir des éléments scientifiques pour faire de rebondissements. Jules Verne, par exemple, adore ça. Ou on peut, au contraire, prendre le prendre le contre-pied, en fait. Mhm. Moi, ça me fait penser C'est le but avant tout, ça, avant tout de faire une bonne histoire. Et ouais, je dirais ça me c'est fait c'est le penser début à et la fin qui sont pareils. Interstellar. Oui, Interstellar, ouais. Tu veux que Ouais, je mette l'image? hein, ouais, bah, le fameux trou noir d'Interstellar Ok, alors attends. dont on a vanté les mérites pour son réalisme scientifique, etc. Enfin, il y a eu toute une promotion du film autour du réalisme scientifique du trou noir d'Interstellar. Ouais. Euh, Parce qu'ils avaient comme consultant scientifique Horn, qui est prix Nobel de physique et spécialiste des trous noirs, et donc avec toute une équipe d'astrophysiciens reconvertis dans l'imagerie numérique pour pouvoir simuler des trous noirs réalistes. Et à la fin, en bout de chaîne de la création, parce qu'ils avaient fait à la base des trous noirs bah, le plus réaliste possible, en bout de chaîne, on avait, comme il s'appelle, Christopher Nolan, qui était là pour dire bon, alors, il est cool ce trou noir, il est un peu confusant pour le spectateur, du coup, on va le rendre plus symétrique artificiellement par rapport à ce qui doit être en pratique. Parce que voilà, j'aime la symétrie et ce sera moins confusant pour le spectateur. Donc au final, on se trouve à avoir, sur des décisions artistiques, pour des raisons narratives, un trou noir un peu moins réaliste que ce qu'il aurait dû être normalement. Bon, Mm. après, dans ce film, bah, du coup, comme on a changé de sujet, je propose qu'on en parle un petit peu. On a prévu plusieurs choses, on ne fera peut-être pas tout, mais on a fait la discussion, du coup, je vais mettre les images au fur et à mesure. Ce trou noir, justement, et c'est intéressant dans Interstellar parce qu'il y a quelque chose qui est assez bien respecté, c'est la dilatation du temps. Voilà. Mm. Quand ils reviennent, du coup, comme ils avaient un temps subjectif qui passait plus lentement que leurs collègues qui étaient restés en orbite, ils arrivent et 23 ans s'est passé pour l'autre. Ça, c'était vraiment sympa. Par contre, il faut savoir que, quand même, autour d'un trou noir, ce qui brille, là, ce qu'on voit briller dans le film, c'est un disque d'accrétion. C'est la matière qui traînait autour, qui s'est mise à tourner de plus en plus vite, parce que le trou noir, c'est quand même assez massif, hein. On ne s'échappe pas aussi facilement d'un trou noir que d'une planète. Et avec les lois de Kepler, vous savez que plus vous êtes proche d'une grosse masse, plus vous tournez vite, et d'autant plus si elle est lourde, si elle est massive. Et donc, toute cette matière autour du trou noir se frotte, se collisionne et émet des rayons X. Et même avec une super combinaison, je pense qu'on aurait dû avoir un Mathieu McConaughey grillé au barbecue. Donc ça Je rejoint le trouve fait que, qu'on ne peut pas tout mettre dans un film. alors ce qui est marrant, c'est que Kip Thorne y a pensé à ça. Quand tu lis les articles derrière la construction du trou noir Mhm. d'Interstellar, il a spécifiquement mentionné dans ses notes que c'était un trou noir avec un disque d'accrétion un peu famélique, un peu à voir en pratique, Ouais, et à 5000 degrés et pas à des millions de degrés d'accord. comme ceux qu'on voit dans la vraie vie Donc au il a centre réussi des à galaxies. tricher un petit peu. Donc il a triché un tout petit peu, mais pas tant que ça, et au final ça fonctionne quand même, même si bon, ils auraient dû être grillés quand ils arrivent près du disque d'accrétion dans tous les cas. Et spaghettifié. Et spaghettifié, ça on le voit pas. Par contre, on le voit dans un autre film de Claire Denis qui s'appelle High Life, oui, c'est ça, High Ça, Life, je je connais crois. pas. Moi Qui non est un tout plus. petit film indépendant, Ouais, mais dont le consultant scientifique c'est Aurélien Barraud, donc aussi d'accord. spécialiste des trous noirs. Et là, on est sur une vraie histoire de trou noir avec de la spaghettification, et c'est probablement le film avec le traitement de la spaghettification le plus réaliste et donc le plus gore qui existe au cinéma. Donc ça c'est une petite scène qui m'a marqué dans le film, un très bon film avec Robert Pattinson, voilà, qui est On assez a rare des, pour être mentionné. on a des questions sur le chat, on a surtout des blagues en fait pour l'instant. On a vraiment quelqu'un qui dit qu'on va envoyer grosso modo tous les dinosaures pollueurs sur Mars. Donc voilà, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit. Dans Seul Oh, sur ça me va. Mars, beaucoup de gens ont interprété la tempête comme un désastre lié à une poussière ultra fine, tranchante et destructrice, et la force du vent était symbolique. C'est Dana Covell qui nous dit ça, mais quand même,
Mark Watney a quand même été propulsé. Donc c'est vrai qu'il y avait cette notion de poussière destructrice, je suis d'accord. Par contre, c'est vrai qu'il a quand même été propulsé par une petite brise avec un pieu planté dans le ventre. Mais voilà, on est obligé de Ouais. faire ça dans un film, sinon c'est pas vraiment un film. Omeritac nous demande s'il y avait un disque d'accrétion. Oui, il y en avait un, donc on vient de le dire, autour du trou noir d'Interstellar. Il nous dit, tant que l'on ne passe pas l'horizon des événements, on peut quand même s'en sortir à condition d'aller très très vite. Voilà, parce que si tu commences à ralentir, ton orbite décroît, et là par contre c'est foutu, puisque la vitesse de libération d'un trou noir c'est... kilomètres/heure près, je sais pas, 300 000 km/h, voilà. C'est plus. Enfin, la vitesse de libération d'un trou noir, mais ça dépend où en fait. Oui, c'est Ça vrai, dépend où est-ce justement que quand tu as dépassé l'horizon, c'est trop tard. Eh bah oui. Voilà, C'est parce qu'il faut aller plus l'infini. vite que la lumière. Voilà, donc j'ai envie de te dire, oui, si tu passes pas trop près, tu peux t'en sortir. Mais si tu passes trop près, si tu vas pas assez vite, ton orbite va progressivement décliner pour ne plus situer une orbite, mais simplement une chute pure et simple dans le trou noir. Et après, on nous parle de The Expanse d'après Cowgirl. Donc je propose justement, parce que j'ai fait une transition à faire, est-ce qu'il est possible, messieurs, de faire un film ou un livre de science-fiction qui soit entièrement réaliste et que ça reste quand même un film divertissant et pas un documentaire? Oui, rien n'empêche l'autre. Hein. Parce qu'on a vu pour l'instant 2 exemples avec quand même des choses réalistes et des choses pas réalistes. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il y a des films ou des séries ou des dessins animés ou des livres qui respectent encore plus la science que les 2 exemples qu'on a vus? Moi j'ai en tête The Expanse, je sais pas si vous en avez d'autres. Moi j'ai en tête Gravity. Gravity, c'est qui a vrai que les été, problèmes de Gravity c'est surtout des problèmes de positionnement des choses. De physique. Non, même pour les stations spatiales, non, Gravity a pas mal de problèmes quand même. Ouais. C'est quoi les problèmes de Gravity? Et ben déjà tu as des stations spatiales qui ne sont pas censées être au même moment dans l'espace. Certaines qui Alors ça, n'existent pas, ok. d'autres qui n'existent plus. Ouais, je sais pas. Je me souviens que c'était un petit peu exagéré par moment. Par Ouais, il y avait contre, même la physique. À un moment, il était suspendu au, au, au câble et il disait qu'il était tendu en fait. Mais non, en fait, t'es en impesanteur. Tu peux tirer et il vient tout seul en fait. Donc, c'était pas, il n'était pas en rotation qui aurait fait une inertie en fait. Tu vois. À un moment, il lâche et il part au loin, comme comme s'il était propulsé. Donc, des choses comme ça. Ok. Bon, c'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur. Ok. Il faut trouver un autre exemple. par contre, il y a un truc qui est Ah. évoqué dans le film qui est très exagéré, c'est la réaction en chaîne des collisions autour d'une planète avec les débris et tout ça. Il y avait des problèmes de calcul dans le film, je sais plus lesquels exactement, mais les choses se passaient un petit peu trop de manière Syndrome de paroxystique. Kessler, oui. Voilà. Et par contre, il y a des pays qui ont essayé de détruire leurs satellites avec des missiles pour tester, voir ce que ça faisait. Et puis on s'est retrouvé avec un petit nuage de débris, encore plus dense que le nuage de débris qui est autour de la Terre. C'était une très mauvaise idée. Mais ça s'est fait peut-être de manière non coordonnée, mais en tout cas la coïncidence est frappante. J'ai quelqu'un dans le chat qui me demande, une planète très proche d'un trou noir doit avancer très vite pour rester en orbite. Est-ce que c'est pas difficile de s'y poser? Est-ce qu'il n'y aura pas du coup des problèmes de décalage temporel? Et justement, dans Interstellar, il y a un problème par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. On nous parle de Total Recall. Est-ce que vous avez vu Total Recall? Est-ce qu'il y a des choses qui sont réalistes dans ce film-là? C'est une bonne question ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont réalistes dans Total Recall? Alors ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. En fait, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué dans Total Recall, c'est quand Arnold Schwarzenegger arrive sur Mars et je sais plus si c'était la version gentille ou la version méchante de. Enfin bref, spoiler. Mais à un moment, il enlève son casque, ou son casque est cassé, et puis tu vois son visage devenir de plus en plus goofy, de plus en plus gonflé du Rouge, fait les yeux qui sortent et tout. Ouais. Oui, ça, voilà, j'avais vu cette scène. avec la faible pression atmosphérique. Alors je pense que c'est légèrement exagéré quand même, Ouais. mais je me demande Très. comment il se passerait en fait dans cette situation. Bah, en fait, si tu vas tout nu dans l'espace, sans casque, sans rien, ce serait pas aussi spectaculaire qu'on le dit souvent. J'ai écouté des gens comme Roland Lehoucq et puis d'autres vulgarisateurs en parler. En fait, si on réfléchit bien, déjà, est-ce qu'on va geler dans l'espace? Non, puisqu'il y a 3 façons de dissiper ta chaleur. Tu as la conduction, c'est-à-dire les atomes qui se touchent et qui se transmettent leur chaleur, donc leur vibration, etc. Comme quand on met sa main sur une plaque de cuisson, ne surtout pas faire ça. Hein, voilà. Là, c'est de la conduction.
Il y a aussi la convection qui va carrément être un déplacement de matière qui déplace la chaleur avec elle, genre l'eau des pâtes, hein, donc il y a l'eau chaude qui est chauffée du coup par la plaque, qui monte parce qu'elle est moins dense, et puis qui refroidit par l'air et qui redescend parce qu'elle est plus dense, voilà, déplacement de chaleur. Et sinon le troisième c'est la radiation, c'est-à-dire que votre corps est chaud et un corps qui chauffe émet de la lumière, et à la température où qu'on est nous, 37 degrés, c'est des infrarouges qu'on émet. Et ça c'est très très lent, surtout qu'on n'a pas une surface corporelle extrêmement grande, donc c'est très très lent. Alors, quand vous voyez dans un film spatial quelqu'un qui est tout nu dans l'espace, il ne devrait pas geler, en tout cas pas instantanément, ça devrait prendre très longtemps, je ne sais pas combien de temps exactement, mais on a d'ailleurs du mal à refroidir les vaisseaux. C'est pour ça que la station spatiale a des très grands panneaux comme ça qui émettent du coup des infrarouges, qui dissipent la chaleur du vaisseau par infrarouge, sinon on serait très embêté. Et après, bah, effectivement, ton sang va bouillir, puisque à faible pression, du coup, les liquides qui sont composés d'eau se mettent à bouillir. Mais la peau, en fait, est assez élastique finalement, et tu devrais gonfler, mais pas éclater. Tu devrais devenir une espèce de ballon qui refroidit progressivement. Par contre, ce qui va se passer, c'est que tu auras des lésions. Et je crois que tu peux pas survivre plus de 15 secondes comme ça. Si on te ramène après 15 secondes, c'est foutu. Voilà. En termes de lésions, après, c'est un peu. C'est ce que j'avais entendu, en tout cas, de la part de collègues vulgarisateurs. Et on a pas mal de films. À retenir, ça peut servir Voilà, tu le as 15 jour où secondes on devant toi. serait perdu dans l'espace. Et d'ailleurs, dans Star Wars, quand Leia est expulsée dans l'espace, elle reste quelques secondes, pas plus, dans l'espace. Elle ne gèle pas complètement. Et quand elle revient, elle a des lésions. J'avais trouvé ça pas mal. Non. C'est J'avais vrai. pas remarqué. J'étais juste horrifié par cette scène, du coup, je pense que j'ai pas remarqué le côté scientifiquement correct. De quoi voulait-on parler encore Alors, on peut parler de The Expanse, du coup, pour voir un petit peu euh, une série qui respecte encore un peu plus la physique. On peut aussi parler. Il y avait Étienne qui voulait nous parler de Jules Verne tout à l'heure. Est-ce que tu veux toujours en dire quelques mots? Oui, volontiers. Ouais, du coup, je vais nous mettre l'image du Jules Verne en question, puis je te laisse introduire ce sujet-là, du coup. Oui, Jules Verne, en fait, il était. C'était alors c'est un des auteurs qui le fait que Jules Verne soit ou non de la science-fiction est débattu. En général, on le considère plutôt comme un précurseur de la science-fiction. C'est plutôt H.G. Wells par exemple qui est considéré comme étant un auteur de science-fiction à part entière. Je sais par exemple, j'ai vu plusieurs interviews de Jules Verne où justement on lui parlait de ce petit jeune qui débarquait, H.G. Wells, et il disait non mais H.G. Wells, lui c'est des martiens, il vole sur la lune avec des matériaux qui n'existent pas. Demandez-lui de montrer ce métal-là, comment il le fait, et puis ensuite j'y croirais. Mais voilà, Jules Verne, lui, il s'inspirait de la technologie de son époque, mais il y avait une base très scientifique. Il extrapolait pas. Là où H.G. Wells, lui, il a introduit les martiens, le voyage dans le temps. Voilà quoi, c'est beaucoup plus. C'était beaucoup plus fantastique là où Jules Verne a fait quelque chose qui se rapprochait plus du coup de la hard science-fiction avec Avec de les la sciences de Terre à la l'époque. Lune et autour de la Lune. C'est un ouvrage qui a beaucoup inspiré les débuts de l'astronautique. J'ai étudié ça dans notre série de vidéos science-fiction. C'est un, c'est un livre que beaucoup de pionniers ont lu et en se disant, mais même si c'est une propulsion avec un canon spatial qui est pas faisable, du coup, beaucoup de gens se sont posés, mais déjà, est-ce que les dimensions du canon sont les bonnes? Est-ce que, du coup, comment on se propulse dans l'espace? Et tous les premiers pionniers, donc on a Tsiolkovsky, on a Hermann Oberth, euh, qui eux ont lu Jules Verne et ont commencé à penser à la propulsion spatiale. Donc ça, je trouve ça dingue, vraiment fascinant, parce que c'est moi-même un auteur avec qui vraiment j'ai appris à lire avec Jules Verne. Mais voilà, on trouve donc il y a il y a il y a celui-là donc de la Terre à la Lune et autour de la Lune, de la Terre à la Lune et autour de la Lune. Il y a ouais, il y a la chasse aux météores aussi que j'ai pas encore lu. Euh, Souvent dans Jules Verne, le l'astronomie intervient. C'est pas forcément un élément central,
mais il y a, ça peut être des personnages astronomes qui vont faire des relevés, donc ça lance l'aventure. Ça peut être où il y a aussi beaucoup de voyageurs, donc ça va être pour la navigation ou euh, pour se repérer. Et en particulier, j'avais lu Le Tour du monde en 80 jours. Et j'avais trouvé, c'est un récit qui en soi est très intéressant, plein de rebondissements et tout. Je me souviens d'ailleurs, Julien avait mis beaucoup de détails techniques et sur son budget, donc combien il avait, combien il perdait, etc. Je m'étais fait une fiche carrément comme un jeu de rôle en fait, voir comment ces personnages par quoi ils passaient. Et le final du Tour du monde en 80 jours, je ne peux pas vous le dire parce que sinon ce serait vous spoiler, mais c'est directement en lien avec l'astronomie et ça m'avait mind blown, comme on dit. Vraiment, j'avais trouvé génial d'utiliser des éléments comme ça de science pour, comme ressort scénaristique. Et il fait ça aussi d'ailleurs très bien. C'est pas de l'espace, mais dans Voyage au centre de la Terre. J'avais vu. Pardon? J'ai beaucoup aimé ce livre. Quand j'étais petite. Ah oui, oui, moi j'ai adoré. D'ailleurs, en fait, au départ, j'ai lu la version enfant. Mhm. Et je lisais les bouquins en 3 jours. Résultat, ma mère après m'a offert la version adulte. Donc j'ai les deux. Mais il y a un moment que je trouvais complètement dingue, c'était il y a un moment ils sont perdus dans les boyaux de la terre, dans les galeries, et à un moment ils ont l'idée d'utiliser il se remarque que quand ils se parlent, il y a du délai. Le son met un certain temps à arriver. Donc ils se disent, bah, en fait, on va s'appeler, et au moment où tu reçois mon message, tu me réponds, et du coup, on va réussir à savoir quelle distance nous sépare les uns des autres. Et comme ça, à nous retrouver. Et j'ai trouvé ça génial parce que euh, c'est utiliser un élément scénaristique pour répondre à une question. Moi, à l'époque déjà, j'avais vu le tout premier C'est pas sorcier qu'ils font dans le camion d'ailleurs. Il parlait de ça, et en plus mon père est ingénieur du son, donc j'avais toutes les clés pour comprendre ça. Et en lisant Jules Verne, je me dis mais c'est génial. Et il y a beaucoup comme ça dans Jules Verne d'éléments scientifiques qui sont introduits. Je pourrais aussi parler de 20 000 lieues sous les mers. J'ai vraiment envie de faire un épisode sur le Nautilus. Mais Jules Verne même si après n'a pas il y a un réalisme qui est critiquable. Par exemple, non, on peut pas aller au centre de la Terre. Après, c'était l'époque, hein. Non, Aussi. non, on peut pas aller de la Terre à la Lune en- en canon spatial à cause de l'accélération. Mais derrière, il y a une vraie exigence de réalisme et d'utiliser l'astronomie soit comme élément, soit comme ressort scénaristique à proprement parler. Et du coup, c'est intéressant ce que tu nous dis à propos de ça, c'est que effectivement Jules Verne, il a utilisé la science de son époque finalement pour imaginer, sans trop extrapoler, comme tu dis, comment on pourrait aller sur la Lune, comment on pourrait aller au centre de la Terre, etc. C'était avant ou après Méliès avec le voyage dans la Lune, le canon, le boulet de canon dans l'œil, je sais plus si C'était avant, justement. avant. Le film de Méliès est une adaptation de Jules Verne. Voilà. Et ensuite, après, en fait, on se rend compte que dans l'histoire de la science-fiction, chaque auteur a utilisé du coup la science de son époque, ceux qui voulaient faire de la hard science-fiction en tout cas, plus ou moins consciemment. Et on Ouais. voit au fil des bouquins, quand on les classe dans l'ordre, un progrès dans la méthode pour aller dans l'espace. On peut citer donc Méliès, Jules Verne. Après, il y a eu Tcholkovsky, tu en as parlé, l'ascenseur spatial que Arthur Clarke ensuite a utilisé. Il y a Ouais. eu aussi les fusées qui sont progressivement passées de la fusée de Tintin à un seul étage à des fusées à plusieurs étages, à ensuite, après, les vaisseaux spatiaux, etc. Et donc on voit comme ça dans la science-fiction le progrès comme ça de la science qui est traduit dedans. Et est-ce que Sébastien, tu as vu des choses comme ça, par exemple, qui seraient dans l'autre sens, c'est-à-dire la science-fiction qui donne des idées aux scientifiques pour faire de l'astronomie ou pour aller dans l'espace? Est-ce que tu as des exemples comme ça? Je crois qu'on en avait parlé tout à l'heure.
Ah ouais, moi, j'ai des liens assez directs entre l'exploration spatiale et la science-fiction, mais d'une manière dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire comment est-ce que la science-fiction peut être utilisée comme vecteur d'inspiration pour faire du lobbyisme pour de l'exploration des planètes humaines du système solaire. Et, euh, et je pense notamment à la Mars Society, qui est une espèce de Mhm. société de lobbying de l'exploration martienne, qui a été fondée par un ingénieur américain qui s'appelle Robert Zubrin, qui est son président depuis maintenant voilà, près de 20 ans. Et en fait, cette société martienne, alors elle fait des séminaires réguliers, il parle de manière très sérieuse de terraformation de Mars, il parle de manière très sérieuse d'exploration humaine dans les décennies à venir et privée de Mars. Et notamment, donc, Robert Zubrin, il a lancé dans les années 90, en 96, il a publié un bouquin qui s'appelle The Case for Mars. Et c'est un bouquin qui se veut être un scénario réaliste pour envoyer un équipage de 4 personnes sur Mars. Et alors, ça implique 2 missions, hein. Il y en a une pour le transport du matériel d'implantation, et puis une autre pour les missions d'aller-retour pour les humains. Et donc, alors, il y avait évidemment des estimations qui ont été dépassées depuis, hein. Il estimait ça à 30 milliards de dollars. Il estimait que la première mission, elle pouvait être envoyée dès 2005 avec les technologies de l'époque, qui était très très loin d'être le cas, évidemment. Mais en tout cas, ce scénario Mars Direct, c'est un truc qu'on retrouve énormément dans les cercles de passionnés du spatial et les cercles qui sont liés idéologiquement à la Mars Society. Et ça a inspiré notamment certains auteurs de SF, comme Gregory Bedford, par exemple, qui a écrit The Martian Race dans la fin des années 90, et même l'astronaute Buzz Aldrin, qui a publié au début des années 2000 un bouquin qui s'appelle First Landing. Alors, Buzz Aldrin, c'est voilà, la deuxième personne à avoir marché sur la Lune, mais c'est aussi quelqu'un qui promeut de manière très très agressive l'exploration humaine de Mars, Oui. et c'est quelqu'un qui est un invité de marque pour la Mars Society. Et donc, et même Zubrin a fictionnalisé The Case for Mars un peu plus tard, qui a été adapté au cinéma sous le titre Mission to Mars. Vous avez vu le film Mission to Mars? C'est une adaptation scénarisée de The Case for Mars. Et donc, c'est des récits en fait qui deviennent des espèces de catalyseurs d'inspiration, des références communes, et pour propager des idées de groupes de lobby qui veulent faire percoler l'exploration humaine de l'espace dans la culture populaire pour favoriser l'accès à des crédits et pour pouvoir envoyer des gens sur Mars. Et si vous regardez aujourd'hui les compagnies de ce qu'on appelle le New Space, comme les compagnies voilà, SpaceX d'Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos, etc., et ben, ce sont des gens qui entretiennent des relations très, très étroites avec ces groupes de lobbyistes euh, et qui partagent des références communes, hein. Donc, par exemple, euh, la NASA a employé dans les années 70 des designers et des auteurs de science-fiction pour pouvoir mettre en récit la science et l'extrapolation de la science de leur époque, qui a créé toute une mythologie de l'exploration spatiale, hein, notamment avec comment ça s'appelle dans les Space Settlement Design Project de l'université de Stanford, qui imaginait des espèces d'énormes cylindres dans lesquels on mettrait des centaines de milliers, voire des millions de personnes dans des cylindres en rotation dans l'espace, qui auraient été construits dans l'espace. Et en fait, ça a forgé un imaginaire qui est toujours présent aujourd'hui dans certains des acteurs privés du spatial. Et ils se servent aujourd'hui encore de cette imagerie. Donc, il faut regarder, je sais pas, les pubs de SpaceX quand ils décident d'explorer Europe, d'explorer Mars, etc. Euh, Ça puise directement dans cette imagerie qui date des années 70, même qui plus vieux, hein, qui date des années 50 avec Werner von Braun qui faisait la, la première revue technique d'une exploration humaine de Mars, où il imaginait des milliers de fusées qu'on enverrait pour envoyer des centaines de personnes sur Mars. Ce sont encore des références qui sont employées aujourd'hui pour inspirer la future génération des ingénieurs et des chercheurs dans ces domaines-là. Et je trouve ça super intéressant en fait que ça a un impact performatif sur comment est-ce que l'exploration humaine de l'espace va être dirigée littéralement bah, des imaginaires collectifs qui vont créer
de la vraie exploration, de la vraie exploration spatiale. Et on peut citer plein de choses. On peut citer l'ascenseur spatial, peut-être que Étienne, tu voudras en parler un petit peu après, qui a été Volontiers. inventé par Tsiolkovsky, donc en Russie. Donc c'était voilà. Et en parallèle ou plus ou moins avant ou après, je sais plus. Tu nous diras ça. Par Arthur Clarke dans sa série L'Odyssée de l'espace et les Fontaines du paradis. Pour aller du coup dans l'espace depuis la Terre, pourquoi pas depuis la Lune. Ça a été réutilisé dans Mars la rouge, Mars la bleue, Mars la verte pour aller sur Mars cette fois-ci. On peut citer aussi les écrans plats dans la navette de 2001 l'Odyssée de l'espace quand même, qui ont été ensuite intégrés dans les avions après. À l'époque ils avaient dû mettre des écrans cathodiques, je sais plus comment ils avaient fait, ils avaient fait un truc assez compliqué. Donc je crois que c'était des projections qu'ils avaient incrustées dans l'image, je sais plus. On a aussi tout ce qui est vous savez, dans beaucoup de films de science-fiction, il y a des roues comme ça qui tournent pour faire de la gravité artificielle avec la force centrifuge. Je ne sais pas si on sait encore faire pour l'instant, mais peut-être que des futures stations tourneront comme ça pour faire une gravité On artificielle. sait faire, hein, c'est juste qu'il n'y a pas les sous. Voilà. Parce que pour faire une vraie station spatiale avec une roue, il faudrait la faire avec plusieurs centaines de mètres de diamètre. Et on sait pas faire un truc. Enfin, on sait pas. On n'a pas les ressources pour faire ça aujourd'hui. Et c'est rigolo parce que du coup, il y a des films de science-fiction, des jeux, des histoires comme ça qui intègrent ces nouvelles inventions, qui soient faites par des scientifiques ou par d'autres collègues, j'allais dire science-fictionneurs, mais ça marche pas, écrivains de science-fiction. Et on voit que ça progresse petit à petit, dans la RADSF en tout cas, on voit des choses comme ça qui progressent avec le temps. Tu as parlé, Étienne, un cylindre dans lequel on mettrait des gens. Non, c'était Sébastien. Un cylindre dans lequel on mettrait des gens. Justement, il s'est passé un truc assez cocasse il y a quelques temps. Je vais mettre l'image. Donc, on va parler d'Arthur Clarke, justement, qu'on vient de mentionner. Là, par contre, c'est pas du tout un lien entre la science-fiction et la science. C'est une pure coïncidence. Mais j'ai trouvé ça assez rigolo. Souvenez-vous, il nous est arrivé un petit visiteur il y a quelques temps. Un petit visiteur qui s'appelait... le temps que je mette l'image, du coup je vais rater mon effet. Oumuamua. Oumuamua était un visiteur interstellaire. Là, attendez, j'ai perdu mon image. Où est-elle? Elle s'est échappée. Hop. Du coup... j'ai raté mon effet du coup. Oumuamua, et il y a eu beaucoup de théories du complot, bien sûr, comme toujours, à ce sujet. Des chercheurs ont pointé vers lui des antennes radio pour voir s'il n'y avait pas un message avec, etc. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait beaucoup penser à un roman de science-fiction que Étienne nous a montré comme ça. Est-ce que tu veux nous en parler, Étienne? Mais je l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté, mais je suis encore en train de lire 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais oui, rendez-vous avec Rama. J'essaie de pas trop te spoiler, mais dire seulement la 4e de couverture. Un astéroïde comme ça qui débarque dans le système solaire, qui vient de très très loin, et on se rend compte petit à petit que c'est un vaisseau. Et après je peux pas t'en dire plus parce que sinon, mais c'est un vaisseau cylindrique avec des choses sur les parois qui tiennent grâce à la gravité de rotation. Gravité artificielle, ouais. Et Oumuamua, on a du coup effectivement pointé nos antennes vers Oumuamua pour être sûr que c'était pas un vaisseau, parce qu'on n'a pas souvent un visiteur extraterrestre, mais il s'avère que c'est juste un astéroïde de forme plus bizarre qui nous apprend quand même des choses, mine de rien, sur là d'où il vient. Mais c'était une coïncidence assez rigolote. Des fois, il y a quand même comme ça des choses qui ont été imaginées par des écrivains de science-fiction et qui se produisent en partie dans la vraie vie. C'est assez rigolo. Je ne sais pas s'il y aurait eu des théories du complot sur Oumuamua ou si on aurait pointé nos antennes vers lui si avant Arthur Clarke n'avait pas évoqué ça dans Rama. Je sais pas, c'est une question. Je me demande s'il n'y a pas aussi des choses inconscientes comme ça qui se font. Est-ce qu'on y aurait pensé? Est-ce qu'on aurait pensé à pointer nos antennes vers Oumuamua s'il n'y avait pas eu toutes ces science-fiction sur les extraterrestres? De coïncidence, alors de pseudo-coïncidence, hein, il y a eu récemment, même cette semaine, une nouvelle qui a quand même fait le buzz de cette espèce de monolithe de métal qu'on a retrouvé dans un désert, je crois que c'est en Utah. Donc voilà, une espèce de projet artistique qui a été laissé là, on ne sait pas quand, par on ne sait pas qui. Et du coup, on a un équipage d'hélicoptères qui a découvert ça sur place et qui a fait une vidéo qui a pas mal tourné. Et évidemment, si vous avez reconnu 2001 l'Odyssée de l'espace avec son fameux monolithe qui apporte l'intelligence aux humains, alors j'ai pas vu dans la vidéo de personnes qui touchaient le monolithe. Ah bah là, l'image que je mets, il y a une personne qui touche le monolithe. Ok, j'espère qu'elle se sentira plus intelligente. Mais en tout cas, je pense que c'est une référence directe et si ça l'est pas, c'est quand même une belle coïncidence.
Ouais, c'était quand même assez. C'est un coup de pub assez joli. Malheureusement, les artistes ont choisi de rester silencieux pour l'instant, mais c'est assez rigolo. On a quelques questions dans le chat. Il nous reste 2-3 sujets qu'on avait préparés, mais il y a quand même des questions dans le chat. On a quelqu'un qui nous demande, c'était un petit peu plus tôt, j'ai pas pu poser ta question plus tôt, désolé Penelope Six, mais tu demandais quelle est l'histoire de science-fiction qui représenterait au mieux notre avenir selon vous, parce que c'est quand même très subjectif, ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que l'un et l'autre, comme ça, vous avez une histoire de science-fiction qui vous semble être plus probable comme étant notre avenir ou pas? Alors, c'est très dire l'avenir. Par contre, moi, je trouve que les histoires de science-fiction qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui arrivent à prédire le présent le mieux possible, en fait. Parce que quand on écrit un bouquin de science-fiction, on parle toujours du présent, on parle toujours de notre société qu'on a envie de critiquer, par exemple, des inégalités qu'on a à l'intérieur. Parfois, c'est à peine caché. Hein, tu prends certains épisodes de Star Trek, c'est littéralement le racisme, c'est pas bien parce qu'on a tel alien de telle couleur avec tel alien de telle couleur qui est en minorité. Et voilà, c'est juste des messages à caractère politique, mais pas enfin, qui sont décentrés pour pouvoir un petit peu Les aborder juste... plus facilement. Ouais, Et exactement. souvent exagéré pour qu'on les voit bien aussi. Exactement, tout à fait. Mais en termes de bouquins qui prédit Ça peut être un l'avenir, livre ou un film, enfin un univers de science-fiction qui semble être un avenir plus probable que les autres. c'est pas difficile à dire ça. C'est pas facile, hein, Je parce que j'ai l'impression que c'est un mix de plusieurs m'attendais choses. pas à cette question. Et toi, Étienne, t'as une idée comme ça qui te vient? Ah non, il n'y en a pas qui me vient. D'ailleurs, je dis régulièrement, je suis pas bon pour faire de l'anticipation et trucs comme ça. Non, la science-fiction, c'est un genre qui est qui, comme disait Sébastien, hein, est en fait très ancré dans son époque et dans les préoccupations du temps. Quand vous regardez, quand vous lisez de la science-fiction de l'époque de vos parents, de grands-parents, voire arrière-grands-parents, on a toujours l'impression que ça a mal vieilli dans les façons éventuellement d'écrire, mais aussi dans les thématiques. Donc forcément, la science-fiction a certes une ambition un petit peu universaliste en parlant du futur. C'est un futur, euh, le futur tel qu'il sera, mais en fait, à chaque fois, c'est tel qu'il pourrait être. Et il y a plein comme ça, ça reflète surtout beaucoup de fantasmes de l'époque. Au final, la science-fiction, c'est un genre qui est très périssable parce il doit toujours être replacé dans le contexte de l'époque du personnage. C'est très intéressant en fait Ça reflète nos peurs, ça reflète nos angoisses, ça reflète nos aspirations, nos rêves. comme genre pour ça. Ouais. Voilà, et puis ces rêves et ces angoisses, ils sont très ancrés dans le temps. Je parlais dans une émission de radio il y a quelques temps, il y a de nouveaux sous-genres de la science-fiction qui commencent à émerger actuellement pour répondre à des problématiques sociales bien actuelles. Par exemple, aujourd'hui, on est très inquiet du réchauffement climatique, hein, enfin du dérèglement climatique précisément. Euh, et on a sous-genre de la SF qui émerge, qui s'appelle la climate fiction, qui imagine nos sociétés qui font face à des catastrophes naturelles qui sont dues au réchauffement climatique. On a aussi le solar punk, qui est une espèce de... enfin, plus un manifeste aujourd'hui qu'un sous-genre à part entière, parce que c'est vraiment très très émergent, mais l'idée principale, c'est d'imaginer des sociétés qui soient non seulement plus résilientes, plus en harmonie avec la nature, mais aussi plus justes dans lesquelles on pourrait vivre, et donc d'imaginer une espèce de société plus idéale que celle qu'on vit à l'heure actuelle, donc de faire des récits plus positifs. Enfin, c'est un peu, voilà, je dirais pas que c'est des utopies, mais c'est l'inverse de la dystopie, en tout cas. Ouais. C'est pas comment est-ce qu'on peut créer une société dégueulasse, parce que ça, on peut faire complètement, mais Ça y a pas de comment est-ce problème. qu'on peut créer des sociétés plus justes et plus en accord, plus écologiques. Donc ça, c'est le solarpunk. Puis on a plein de mouvements qui viennent des peuples indigènes du monde entier, euh, qui revendiquent un petit peu les, des récits de science-fiction, qui revendiquent leur droit d'imaginer l'avenir tel que eux, ils le conçoivent, parce que la science-fiction est quand même un genre très très ancré dans le monde occidental dans lequel il est né. Et donc, qui dit monde occidental dit colonisation, dit voilà, plein de trucs qu'on aime. Et donc, on a plein de
mouvements, et je pense notamment à l'afrofuturisme, où l'idée c'est de prendre les populations, enfin, de se réapproprier, enfin, faire en sorte que les populations africaines et de la diaspora africaine se réapproprient leurs histoires et qui créent des récits qui soient très différents, qui soient basés sur d'autres valeurs, qui soient basés sur d'autres cultures, et qui ne soient pas juste des Africains dans des vaisseaux spatiaux, quoi. Il y aurait une vraie nouveauté narrative derrière tout ça. Et il y a aussi voilà, de la science-fiction amérindienne, il y a de la science-fiction polynésienne, et ce sont des récits qui sont, voilà, qui reflètent un petit peu le monde post-colonial dans lequel on vit, et qui reflètent un peu certaines aspirations de ces peuples qui aspirent bah, à s'approprier leur propre récit. Et du coup, ça fait le lien avec une question dans le chat de Dana Koger qui nous parle de Liu Cixin, qui a fait Wandering Earth et qui a fait également Le Problème à trois corps, dont je n'ai pas le droit trop de parler puisque je veux pas spoiler. Oui, Mais quand on je a l'ai fait lu, ça, alors. effectivement, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est de voir que la différence de culture se sentait entre les livres, je sais pas, d'Asimov par exemple, très américains. Et là, c'était vraiment, comment dire, des références que j'avais pas forcément, des personnages qui sont pas forcément l'américain gros dur, non, là c'était vraiment des personnages chinois, voilà, c'était avec des noms que j'avais pas l'habitude de lire, et c'est vrai que ça fait du bien aussi de lire des œuvres de science-fiction d'autres cultures, c'est très intéressant. Et donc, Bah, déjà que la science-fiction, un des avantages de la science-fiction, c'est d'être dépaysante. Donc oui, ouais. autant lire de la science-fiction d'autres cultures. Par contre, j'y ai trouvé le même, comment dire, le même biais que dans les livres de science-fiction américains. Dans les livres SF américains, il n'y a que des Américains. Et dans celui-là, il n'y avait que des Chinois. Ça restait quand même très Hmm. centré sur la culture de l'auteur, mais c'est effectivement intéressant de voir qu'il y a des livres de science-fiction d'autres pays qui commencent à arriver aussi dans les magasins en Occident et qu'on peut lire. C'est intéressant. Je vous propose qu'on parle un petit peu maintenant de la physique dans de la physique comment dire spatiale dans les films et dans les livres, puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on parle de The Expanse dans le chat apparemment. Des choses qu'on a appris depuis Jules Verne, c'est par exemple l'impesanteur. Alors, est-ce que vous avez un top 3 des auteurs qui ont bien géré, par exemple, commençons par cette notion-là, l'impesanteur dans l'espace, les accélérations des vaisseaux. Est-ce que vous avez un top 3 de ceux qui ont bien géré et un top 3 de ceux qui ont très mal géré ce genre de choses? Ah oui, oui, oui. Bah, déjà Tsiolkovsky. C'est Tsiolkovsky qui, justement, le premier à parler d'impesanteur grâce à l'orbite géostationnaire, donc avec l'ascenseur spatial. Donc ça déjà c'est lui. Et puis en plus, il a participé en tant que conseiller scientifique à un film. Je n'ai plus son nom parce que c'est un film soviétique, mais des années 20. Et c'est le premier film où il y a une représentation de l'impesanteur dans le vaisseau. Alors forcément, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est assez on sent qu'il y a des fils derrière, que les acteurs sont tenus, mais on voit que c'est la première représentation à l'écran au cinéma de l'impesanteur. Et voilà, on la doit à Tsiolkovsky. Après, je me souviens que il y avait aussi dans, je sais plus si c'est dans Destination Moon, mais il y avait aussi j'avais vu aussi le premier film dans lequel, ou c'était peut-être celui de Tsiolkovsky, mais il y avait un film comme ça où justement on voyait, bah, pour la première fois l'impesanteur qui faisait remonter le liquide dans un verre. Euh, donc ça aussi, je suis désolé, j'ai plus le nom pour vous le citer, mais euh, ça c'est, on a, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent là. Toi, t'en as, Moi, Sébastien? j'ai des exemples qui ne viennent d'animés japonais. Il y a un super animé japonais qui s'appelle Planet Est, qui raconte l'histoire de d'éboueurs de l'espace et qui gère. Enfin, c'est de la hard SF japonaise, c'est très 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 bien. Enfin, le Apparemment, manga Étienne l'a est chez lui. très bien. Voilà, qui va fièrement nous le montrer. J'imagine que Planet c'est Est, c'est ça qui va nous génial. montrer. Et il y a même des épisodes assez particuliers où on assiste à
Ouah, oui, ah oui. Gros pavé celui-là encore, hein. Oui. Alors, c'est un gros Bon, il y a pavé des parce images quand même, hein. mais ouais, alors, excellente série et qui traite notamment des effets de la gravité sur les naissances. Mhm. Euh, donc il y a un épisode de Planète S où on va suivre un personnage qui est né sur la Lune. Donc c'est une petite fille, mais qui a grandi sur la Lune et donc qui est bah, anatomiquement plus grande parce elle est née dans une gravité plus petite, enfin plus faible. Et donc elle ne peut pas rentrer sur Terre parce que physiologiquement, si elle rentrait sur Terre, la gravité agirait sur ses fluides et la ferait décéder. Alors, je me souviens bien, il y a un film de Disney qui est sorti il y a pas longtemps, qui était un film pour adolescents à la con. Il y avait un peu le même scénario. C'était un gamin qui était né sur Mars Ah oui, et qui oui, allait oui, je sur me Terre souviens de ça. pour la première Oui, fois pour aller pécho une meuf. oui, il y a forcément Un une monde histoire entre nous. d'amour. C'est Disney, Un hein. Ah monde bon, entre nous. exactement, exactement. Alors le film est assez moyen en soi, mais le Ouais. concept est assez cool narrativement, quoi, de faire naître un gamin dans l'espace. Alors c'est moins réaliste que Planète S parce que tu vois pas le gamin qui est littéralement plus grand, qui est né dans une gravité qui est 38% fois celle de la Terre. Mais voilà, j'ai trouvé ce genre d'idée-là intéressante et un peu sous-exploitée dans la science-fiction. Bah, du coup, moi je pensais à. Moi, je me souviens que la première mention de l'impesanteur, la première élection de ce que c'est que j'ai eue, c'était en regardant le capitaine Haddock avec sa petite boule de whisky flottée devant lui. Mm. Et c'est vrai que Hergé dans Tintin et la Lune, c'est le titre des deux à la fois, hein, il a quand même bien géré parce qu'il a fait une fusée enfin, dans laquelle les gens marchaient sur le plancher quand elle accélérait. Donc du coup, à chaque fois en décollant de la Terre et puis en arrivant vers la Lune pour ralentir. Et entre les deux, une phase d'apesanteur, le temps que la fusée se retourne. Et j'ai trouvé que c'était pas mal en fait. Hergé, c'est un peu un Jules Verne de la BD finalement. Je pense qu'il s'est quand même pas mal renseigné sur tout ça. Et je proposais qu'on parle de The Expanse parce que justement, dans les exemples que vous avez donnés, ça y est dedans. euh, dans The Expanse, je fais le topo rapidement. Il y a la Terre, il y a Mars, et il y a ce qu'on appelle la ceinture. C'est tous les gens qui vivent sur les autres trucs, les Cérès dans la ceinture d'astéroïdes, les satellites des planètes, jusqu'à Uranus et Neptune. Donc des petites colonies comme ça qui sont principalement minières et qui sont dans l'histoire exploitées par la Terre et Mars parce que on n'a pas perdu nos mauvaises habitudes, hein, apparemment, dans cet univers-là. Euh, et effectivement, les ceinturiens, comme on les appelle, qui sont nés dans l'espace, sont beaucoup plus grands et plus fins que les autres. Et une des tortures que font les terriens une fois qu'ils attrapent ceux qu'ils considèrent comme étant des terroristes, voilà, eh bien, ils les mettent dans la gravité terrestre et du coup, ils souffrent. Enfin, c'est une version un peu plus hard que celle que tu nous as décrite, mais effectivement, ça a été repris là-dedans aussi. Et toutes les notions d'impesanteur, d'accélération ont été reprises également. Quand les vaisseaux accélèrent, eh bien, les gens marchent dedans. Et quand ils sont en vitesse de croisière sans accélération, le principe d'inertie, vous accélérez plus, rien ne vous touche, rien ne vous pousse, rien du tout, vous continuez à la même vitesse. Et bien à ce moment-là, ils sont en apesanteur. Et c'est assez bien géré. Les accélérations très fortes pour aller plus vite dans l'espace sont gérées avec un fluide qu'on vous injecte avec de l'adrénaline pour éviter que votre cœur fasse quick, grosso modo. Et quand vous avez une accélération ou une décélération trop forte, eh ben, vous explosez purement et simplement. Donc tout ça est assez bien géré. Et moi, du coup, dans mon top 3, je mettrais Star Wars. Puisque là, c'est tout l'inverse. On passe dans une science fantasy. Je vais vous lancer un sujet de disserte. Et c'est vous qui allez y répondre. Euh, Figurez-vous que Dark Vador et tous ses acolytes marchent sur les murs des vaisseaux dans Star Wars. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Alors, si on prend le Dark Vador du Star Destroyer, Oui, c'est parce ça, que c'est si on ça, prend oui. si on prend le Dark Vador de l'Étoile de la Mort, c'est encore différent. Mais, et oui. Mais bon, quand on voit donc Dark Vador sur le ponton de, de son Star Destroyer, il est perpendiculaire au moteur hein, qui exerce une force qui va de ce côté-là. Et donc, techniquement, si les choses étaient bien faites, eh ben, Dark Vador devrait marcher
de manière parallèle à la direction des moteurs, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, alors lui, comme tous les autres, marche sur les murs, ce qui veut dire que bah, la force est beaucoup plus puissante qu'on le pensait dans Et l'univers beaucoup de plus Star Wars, répandu. parce elle permet à tous les personnages de marcher sur les murs en même temps. C'est quand même beau. Donc si dans Star Wars vous voyez un type qui marche sur le fond du réacteur, c'est qu'il a pas la force. Exactement. Euh, Mais dans... au niveau du pire film pour gérer la Ouais, gravité, je dirais pas que c'est Star Wars, je dirais que t'as c'est pire encore. Sunshine. Ah, Sunshine, j'ai pas vu celui-là. Sunshine, qui est un film bon, je sais pas s'il se veut réaliste, hein, mais le principe est un peu con. C'est l'idée, c'est on va envoyer des Américains pour rallumer le soleil avec des Ouais. bombes atomiques. Vraiment, le plus américain possible. Oula, encore Sunshine, t'en on a prie. une Ouais, c'est bon. scène Ouais. absolument lunaire où on a des personnages qui marchent sur une espèce de cube géant euh, qui est qui a une gravité complètement absurde. Et je pense que c'est la pire représentation d'une gravité dans un film ever. Ok, bah, je pense qu'on a un pire et un meilleur pour l'instant. On verra par la suite si les films de science-fiction continuent leur lancée et intègrent de plus en plus de science. Peut-être qu'un jour on aura vraiment. Est-ce que ça va faire comme le spatial avec des technologies spatiales qui deviennent similaires entre l'intérieur de la station et l'intérieur de nos maisons? Est-ce que ça va faire pareil avec la science-fiction? Est-ce qu'on finira par raconter des histoires de, euh, de science-fiction actuelle? Je sais pas, on verra. Et un dernier sujet que je voulais voir avec vous, on l'a évoqué tout à l'heure, je voudrais pas qu'on l'oublie. Je crois que c'est Étienne qui parlait de percer la croûte de Mars pour aller fouiller dans les lacs d'eau salée. Mhm. Et alors, je vais faire un parallèle avec la science-fiction pour vous introduire ce sujet. Dans, euh, dans la série L'Odyssée de l'espace de notre cher Arthur Clarke, il y a pas une planète, une lune interdite. Et alors, elle est interdite parce que, je sais pas combien je vous spoil et combien je vous laisse en raconter là-dessus. Vous reprenez quand vous le souhaitez. C'est la lune Europa de Jupiter. Euh, et il s'avère que, bon, grosso modo, la force extraterrestre qui gère le monolithe leur dit elle n'est pas trop là-bas parce qu'on prépare un truc. Et donc, dans 2001, il y a cette mise en garde. Mais cette mise en garde est là aussi dans le monde réel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur à quoi on fait attention quand on va creuser dans un machin, dans l'espace, et à quoi on est censé faire attention dans l'Odyssée de l'espace? Oui, oui, en fait, quand on va visiter des mondes extraterrestres, il faut surtout être très prudent sur les risques de contamination biologique. Parce qu'en fait, sur Terre, nous transportons avec nous plein de, de bactéries, de virus, de champignons, de spores, et qui du coup, qui du coup survivent, sont capables dans certaines conditions de survivre au vide de l'espace, au voyage, et d'arriver à destination. Alors, en général, les conditions de destination ne sont pas suffisantes pour, euh, pour leur permettre de se développer, mais malgré tout, il faut être, vu qu'en général on y va, il y a de plus en plus d'exobiologie dans les programmes spatiaux, c'est-à-dire d'études sur l'apparition de la vie et l'existence passée de vie, notamment au niveau microbien. Bah, du coup, si on commence à contaminer un corps, une lune, une planète, et que du coup après, si on revient après, comment être certain qu'il s'agit bien d'une forme de vie euh, Indigène? indigène, Je crois ou que c'est alors indigène. qu'il s'agit, ou alors qui a été importé en fait. Il vaut mieux éviter de marcher sur nos traces. Et ça, de ce côté-là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour limiter les risques de contamination biologique, hein. Ça s'appelle la protection planétaire. Mais malgré tout, voilà, on sait notamment pour les spores bactériennes, qu'il n'est pas possible d'avoir une stérilité parfaite, complète. Donc, par exemple, les sondes qui sont sur Mars, euh, on sait qu'elles ont potentiellement des spores. Le problème, c'est que tout le matériel électronique n'est pas stérilisable à fond, au maximum, parce que c'est très fragile. C'est du matériel de pointe et qui est
qui est très sensible à l'environnement, donc on peut pas balancer de l'eau de javel dessus. On peut pas non plus les irradier avec des rayons gamma ou ce genre de choses. Donc ça se fait notamment avec la chaleur, en chauffant dans un autoclave. Mais ça, c'est pas. euh, voilà, par exemple, on n'arrive pas à tuer du coup des bactéries qui sont sous forme de spores. Si elles récupèrent des conditions idéales pour leur développement, elles vont se remettre à se diviser. Et donc, du coup, si on arrive sur une planète comme Europe ou un SLAD qui a de l'eau liquide, et dans lesquelles on espère qu'on puisse y trouver éventuellement des traces de vie, bah, ça pose vachement problème. Si on se pose à sa surface et qu'on commence même à creuser, qu'est-ce qu'on amène avec nous, en fait? Euh, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la sonde Cassini, lorsqu'elle a fini sa mission autour de Saturne, on l'a pas laissée en orbite autour de Saturne. Il y avait le risque qu'elle puisse tomber sur une des lunes, en particulier sur Encelade, qui a des objectifs d'exobiologie très élevés. Et du coup, si on du coup, Cassini a été précipité dans l'atmosphère de Saturne pour la détruire. Pour Saturne, il n'y a pas de risque de contamination. Et du coup, Cassini a brûlé dans l'atmosphère de Saturne. C'est beaucoup mieux ainsi. Mais voilà, l'exobiologie, la protection planétaire, ce sont des enjeux qui vont être de plus en plus importants à l'avenir, au fur et à mesure qu'on explore de plus en plus loin et qu'on cherche de plus en plus de formes de vie, en fait. Et D'ailleurs, c'est une notamment, inquiétude qu'on retrouve depuis le début de l'histoire de la science-fiction, hein, parce ouais. que on rappelle que H.G. Wells, dans La Guerre des Mondes, ça se termine sur Exact. les Martiens qui envahissent la Terre, mais qui n'ont pas pensé à la protection planétaire. Et du coup, Ils se tombent tous font malades, c'est choper ça? par un virus sur Terre. Et Ouais. Ah mince. voilà. J'avais pas Ils entendu sont, la ils fin de sont ta phrase contaminés. du coup. Ils sont contaminés, d'accord. Ouais. Et même sur Terre, hein, les Russes qui ont creusé sur le lac Vostok, et ben, on se demandait, sous la glace, bah, comme pour Europe, est-ce qu'on ne va pas contaminer ce qu'on veut chercher? C'est compliqué. Les gens sont pas trop fans de Europa Report, mais je crois que tu as bien aimé, toi, Sébastien. Du coup, j'ai mis l'affiche. Moi, j'ai adoré Europa Report. Je sais pas pourquoi les gens ils l'ont pas aimé, mais j'ai trouvé que c'était un très très beau film. Il était victime de son budget, mais à part ça, j'ai trouvé que c'était un super huis clos spatial. Et la fin vaut carrément le coup. En guise de conclusion, parce qu'il reste plus beaucoup de temps, je vous propose qu'on parle d'un tout dernier sujet qui fait un office d'ouverture vers autre chose. Eh bien, c'est les voyages interstellaires. C'est toi qui voulais en parler tout à l'heure, Étienne. C'est Sébastien, qui voulait en parler. Je vais te mettre une image, je vais te laisser du coup commencer cette conclusion, puis on en parlera ensuite tous trois ensemble. Hop, Oui. voilà. Ok, donc le voyage interstellaire, c'est un thème classique de la science-fiction, hein, voyager entre les étoiles, créer des civilisations galactiques et que sais-je. Mais en pratique, on fait face quand même à des distances qui sont extrêmement grandes, hein, entre les étoiles. Euh, la lumière, qui est la chose la plus rapide qui est possible d'aller dans l'univers, ne fait que 300 000 km par seconde, et les étoiles sont tellement lointaines les unes des autres qu'il faut plusieurs années à un rayon de lumière pour traverser la distance entre deux étoiles en moyenne. Et en fait, on a quand même envie d'y aller dans d'autres d'autres systèmes solaires, d'autres exoplanètes. Et en fait, ça a inspiré pas mal d'ingénieurs, pas mal de physiciens, surtout dans le XXe siècle, à développer des plans pour essayer de voyager entre les étoiles. Parce qu'il se trouve qu'il n'y a rien dans les lois de la physique qui nous interdisent de faire du voyage interstellaire, hein. Pour cela, il vous suffit juste de faire un vaisseau de plusieurs centaines de mètres de haut, qui est alimenté par des pastilles deutérium et d'hélium-3, qui sont envoyés et qui sont chauffés par un immense laser. Cet hélium-3 qui sera évidemment miné dans l'atmosphère de Jupiter. Et voilà, donc on aurait un vaisseau de la taille plus grand que la tour Eiffel, qui serait construit depuis l'espace et qui emmènerait un pauvre robot qui irait dans d'autres systèmes stellaires en à peine 150 ans. Donc voilà, on est sur ce genre de contraintes euh, quand on cherche à faire des vaisseaux qui peuvent être soit des sondes
des grosses sondes avec des gros instruments, ou alors d'envoyer des humains, voire des êtres vivants, pour peupler d'autres planètes. Mais en pratique, enfin, dans les siècles et les millénaires à venir, on a très très peu de chances de faire du voyage interstellaire une réalité, sauf en hackant un petit peu nos demandes et en baissant un petit peu nos ambitions. Et notamment, on a un concept qui s'appelle la voile solaire, où j'en parlais au tout début. L'idée, c'est d'avoir une espèce de grande toile propulsée par les rayons du soleil et le vent solaire. La lumière peut pousser des trucs, hein, elle a ce qu'on appelle une propriété qu'on appelle l'impulsion, une espèce d'élan qu'elle va pouvoir transmettre à des objets. Si vous en mettez plein sur une surface, ça va pousser une voile solaire qui est directement opposée en trajectoire aux rayons du soleil. Et donc ça, c'est un concept qui existe depuis les années 50. Il existe pour de vrai depuis les années 2000, depuis que la NASA a décidé de faire des démonstrateurs technologiques, et l'agence spatiale japonaise aussi. Et plus récemment, on a la Planetary Society, qui est la plus grande, je sais pas, la plus grande organisation de lobby de l'exploration spatiale qui existe au monde, hein. Elle compte des centaines de milliers d'adhérents aujourd'hui. Elle a été montée par Carl Sagan. Il faut que je case Carl Sagan à un moment dans chaque live Voilà, c'est fait. où j'interviens. C'est vrai. Mais voilà, donc ils ont aussi lancé un démonstrateur, le Light Sail One, un démonstrateur technologique pour essayer de montrer que une voile solaire est technologiquement faisable. Donc ça, ils ont fait ça en 2015-2016, je crois. Plusieurs essais. Hein, Il y a eu plusieurs essais, ouais. Il y en a qui ont raté. Ils ont essayé de lancer un truc avec un missile balistique russe foiré parce qu'ils ont perdu le logiciel de navigation au mauvais moment. Et puis là, ils l'ont relancé il y a pas longtemps. Mais je sais plus exactement s'ils avaient bien réussi ou pas. Mais à un moment donné, ils n'arrivaient pas à la déployer, donc je sais pas s'ils ont fini par le faire. Je crois qu'ils avaient fini par déployer une voile. Hein. Je sais plus. Je sais honnêtement plus. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un concept relativement faisable. Et ça a notamment inspiré un milliardaire russe qui s'appelle Yuri. Merde, comment il s'appelle Yuri. La Gagarine, c'est pas le même. Non, mais son nom vient de Yuri Gagarin parce que le mec, il a été biberonné au spatial. Merde. Ah, j'ai oublié, tiens. Donc, bref, un milliardaire russe pionnier dans le domaine de l'électronique qui a décidé de dédier 100 millions de sa fortune à un grand projet de recherche en 2015 pour essayer de théoriser la faisabilité d'une mission interstellaire basée sur des voiles solaires. Donc l'idée, c'est de... Yuri Milner. Yuri Milner, merci. Et donc, voilà, grand passionné d'espace, il s'est mis Stephen Hawking dans la poche à l'époque où il était vivant, il s'est mis Avi Loeb, qui est un astronome super petit. Voilà, il s'est entouré Freeman Dyson aussi, ouais. Freeman Dyson, hein, qui a aussi fait dans les années 60 des projets des projets sur le papier, hein, de vaisseaux interstellaires et interplanétaires basés sur le nucléaire. Donc, toute une littérature complètement folle aujourd'hui, avec les yeux qu'on a aujourd'hui, d'envoyer des vaisseaux nucléaires dans l'espace avec des bombes qu'on lancerait. Ouais, Orion. C'est marrant parce qu'ils ont pris le même nom justement. Exactement. Ouais, la NASA a repris ça pour une toute autre mission. Ils ont vraiment essayé de faire des prototypes depuis le sol. Hein. Il y a des vidéos, vous trouverez sur internet un vaisseau comme ça qui monte là, on raconte des bombes comme ça au fur et à mesure. C'est assez flippant. Et alors, on a eu assez flippant et puis après ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce que Kennedy a vu ces tests-là et il a été tellement flippé, alors oui, dans les débuts des années 60, il a été tellement flippé qu'il a dit alors on arrête ça tout de suite, on va passer au programme Apollo à la place, au lieu du programme Orion qui était un programme beaucoup plus ambitieux de base, qui voulait emmener des centaines de personnes sur Mars par exemple, qui aurait été faisable, alors je sais pas avec quel budget, hein, mais ça aurait été selon les données de l'époque réalisable. Mais bref, on parlait de voyage interstellaire, et donc Yuri Milner a imaginé cette mission-là, il a imaginé avec son scientifique une mission qui enverrait plusieurs milliers de nanosondes. Alors lui, il se base sur les progrès de la nanotechnologie, où chaque sonde mesurait la taille d'un timbre-poste, avec les derniers cris de la nanotechnologie dessus. Ça pèserait moins d'1 gramme en tout, sur une voile de 4 mètres de diamètre, dans un matériau extrêmement léger. Comme l'image qui est à gauche là. Il est difficile à accélérer. Et donc il faut en envoyer plusieurs milliers comme ça.
mais alors pas propulsé par le soleil parce que ça suffirait pas, mais il faudrait construire un espèce d'énorme réseau de lasers qui ferait 100 gigawatts. Dark Vador l'a déjà fait. Alors, Dark Vador est déjà fait. Alors, on est tous pour des planètes. Mais c'est un peu la même idée. Sauf que là, on balancerait cette énergie pendant plusieurs minutes sur cette constellation de vaisseaux spatiaux propulsés par la lumière. Et ça accélérerait des sondes à 1/5 de la vitesse de la lumière, ce qui ferait les objets les plus rapides que l'humanité pourrait envoyer dans un avenir proche. Et on pourrait comme ça arriver à Proxima du Centaure en à peine une vingtaine d'années, ce qui est quand même assez fou quand on y pense. Si on envoie la sonde Voyager 1, qui est déjà hors du système solaire à l'heure actuelle, si on l'envoyait vers Proxima du Centaure, elle mettrait 76 000 ans à arriver. Donc on est quand même très très loin en termes de vitesse. Alors, on peut encore faire un saut qualitatif assez impressionnant. Mais évidemment, ça dépend des progrès de la nanotechnologie. Ça dépend. Voilà, on en est toujours sur des études de faisabilité à l'heure actuelle. Mais si un tel projet est développé, ce serait quand même un grand moment pour l'humanité. Enfin, moi, je serais là pour voir le lancement en tout cas. Alors pour amener à peut-être la phase de conclusion de la part d'Étienne, tu as dit quelque chose, Sébastien, qui était intéressant. C'est effectivement la sonde arrive au bout de 20 ans, et du coup on se dit ouais, ça y est, elle est arrivée. Oui, mais on aura la réponse dans 4 ans. Parce que faut Dans oublier 40 que... ans. Non, ah Non, mais oui, dans oui, 4 c'est ans. ça. Une fois qu'elle est arrivée, il Oui, faut oui, attendre 4 ans. Puisqu'il y a tout à fait. 4 années-lumière, il faut que la lumière arrive. Et je crois qu'Étienne, tu as parlé de Carl Sagan tout à l'heure. Non, c'est toi, Sébastien, qui parlait de Carl Sagan. Et Étienne, tu voulais parler peut-être de contact aussi tout à l'heure, je me souviens, ou de premier contact. Et je te propose de faire une conclusion sur du coup, avec la science-fiction et la science, une fois que notre sonde est arrivée, Ouais. est-ce qu'on peut communiquer avec? Est-ce que les gens qui sont déjà là-bas pourraient communiquer avec nous? Est-ce que dans la science-fiction, tu as des exemples comme ça qui pourraient nous éclairer sur l'avenir de la communication spatiale? Est-ce qu'on arrivera à parler à quelqu'un un jour? Ouais, c'est un sujet. En fait, le, comment, c'est le problème. Hein, comment communiquer avec des aliens? Déjà que nous, en tant qu'humains, on a du mal avec les nouvelles, d'apprendre de nouvelles langues et de dialoguer comme ça entre cultures. Mais là, face à une espèce qui n'a même carrément pas les mêmes moyens de communication que nous, comment on arrive à trouver des ponts? Alors, ça a été illustré assez récemment, c'était en 2016, dans un film qui s'appelle Premier Contact, par Denis Villeneuve, et qui vient d'une nouvelle au départ. D'ailleurs, je ne l'ai pas parmi les livres autour de moi, mais c'est l'histoire de ta vie de Ted Chiang. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était un film sur les communications, enfin, sur le premier contact, sur la rencontre avec des extraterrestres. C'est comme ça qu'on appelle ça en science-fiction. Et j'ai trouvé ça dingue que en fait j'étais arrivé avec tout de suite beaucoup de comment dire, un mauvais a priori sur ce genre de film, parce que couramment, lorsqu'on parle de premier contact, c'est toujours des films. Enfin, ils ont toujours parlé la même langue que nous. C'est un miracle, hein, dans ces cas-là. Soit, enfin, c'est eux qui ont appris euh, nos, notre langue en écoutant les émissions de radio et de télé, soit c'est des envahisseurs, donc on leur pète la gueule, soit c'est carrément soit ils nous fournissent un, comment dire, un traducteur universel, c'est le cas dans le guide du voyageur galactique. Soit c'est carrément la télépathie, donc auquel cas on s'en fout des moyens de communication, c'est directement les esprits en contact. Donc là avec Premier Contact, on se retrouve face à... C'est vraiment des terriens qui se retrouvent face à une espèce extraterrestre et qui se retrouvent à échanger et à essayer de se comprendre mutuellement. Et le tour de force en particulier de ce film, c'est qu'ils ont mis comme personnage principal une linguiste. Donc qui du coup, ouais, décide euh,
aborde en fait la communication interespèce de façon très très logique en fait, euh, très scientifique. Là où en général c'est beaucoup fantasmé par la science-fiction. Et même s'il y a une imagerie de science-fiction qui est très forte, et même si ça peut être aussi critiqué par certains aspects euh, entre, entre les par rapport à Alice Banks, qui est plutôt quand même une espèce de super linguiste. Ça globalement, on n'aime pas niveau réalisme. Des scientifiques qui ont des champs d'expertise absolument qui traversent les champs de compétences. Mais premier contact pour ça, j'ai trouvé qu'il était d'un qu'il était très inspiré, qu'il était d'un réalisme qui fait vraiment plaisir à voir sur les enjeux en fait, plus vraiment sur les enjeux de la communication euh, interespèces avec des extraterrestres. Ce film m'avait fait pleurer complètement. Je m'attendais à voir une indépendance d'Abyss, et puis que je suis arrivé dans la salle, je me mais en fait c'est très intéressant et il y a beaucoup d'émotions dans ce film. J'avais été Ouais, vraiment très très surprise par ce film. Euh, dans le bon très sens, bonne j'espère. surprise. Eh bien écoutez messieurs, je pense qu'on peut en parler encore pendant 5 heures, sans aucun problème. On n'a même pas dit tout ce qu'on avait prévu de dire. J'espère que cette petite discussion vous a plu. Du coup, je voulais faire une conclusion avec des choses un peu plus lointaines, hein, l'interstellaire, les autres civilisations. Est-ce que vous avez encore quelques mots à dire par rapport à tout ce qu'on a rajouté? Est-ce qu'il y a un truc que vous vouliez absolument dire, qu'on a oublié de dire? Euh, Non, non, je crois on a fait un bon tour d'œuvres de SF là déjà. On a parlé de beaucoup de choses. Ouais. On a parlé Ouais, des technologies spatiales, on a parlé de la communication dans l'espace, on a parlé de la physique, on a parlé de la vie dans l'espace, des questions éthiques, réchauffement climatique, terraformation. On a parlé également des extraterrestres. Je pense qu'on a fait bon tour d'horizon. d'impesanteur, Oui, de tout à Jules fait. Verne, Et Ce bien fut une écoutez, si vous discussion voulez en très savoir riche. plus... Hein, t'as dit quoi? Ce fut une discussion très riche. Et d'ailleurs, je Oui, remercie les gens qui nous ont posé des questions parce que c'est toujours des questions pertinentes et ça, c'est cool. et Oui, merci beaucoup à vous. j'ai pas pu prendre toutes les questions, j'ai vu que je crois que c'est Étienne qui a répondu pas mal aux gens. J'ai vu qu'en tout cas Un petit peu, oui. le 16 Fondeur a répondu. Merci Adrien d'avoir modéré Oui, le c'était moi chat. derrière le compte. Bah voilà, donc c'est bien ce que je pensais, c'était toi. Bah écoute, merci à toi d'avoir répondu aux questions parce que c'est vrai que j'avais du mal à tout voir passer. Il y avait beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de discussions entre les gens dans le chat, des gens qui se sont écharpés sur des films notamment. Europa Report, désolé, hein, mais bon, je l'ai pas vu, je vais le regarder, comme ça je me ferai mon avis. Il me faudrait que je le revoie. Voilà, et Ça apparemment, fait Étienne, il y a longtemps. quand même pas mal de gens qui te conseillent l'Ultichin. Je pense qu'il faut que t'en passes par là. Ouais, oui, oui, il faut absolument que je le lise. Mais Liu Cixin, j'en ai entendu mais tellement de bien, Ouais. systématiquement, quoi. Enfin, Par contre, il est pas euh, vert, je te préviens, c'est comme la trilogie martienne. Hein, oui, je sais, j'en ai un dans ma bibliothèque. Je l'ai pas amené là non plus, mais c'est un gros machin comme ça, ouais. Donc, oui, il faut que je le lise. Il est sorti c'est une trilogie. Hum. Euh, c'est la trilogie, c'est La Forêt Interdite, je crois. Après, il y a Comme la ça forêt s'appelle. interdite et il y a la mort immortelle. Hmm. Voilà, donc bah, écoutez, merci à toutes et à tous. Je pense qu'on pourra en parler pendant très longtemps. Et justement, ça tombe bien puisque vous pouvez aller sur la chaîne du Sense of Wonder où ils en parlent plus longtemps avec des sujets du coup bien précis à chaque fois dans des environnements adaptés. Et c'est très joli à voir, très intéressant. Et Un sur petit Twitch, jeu, hein? Et sur Twitch depuis pas longtemps également. Oui, D'ailleurs, absolument. profitez-en si vous avez une prochaine Twitch, n'hésitez pas à le dire maintenant. Si vous faites, je sais pas moi, vous allez faire un Switch dans pas longtemps. J'espère, peut-être ce week-end, je verrai. En fait, pour le moment, on est encore au tout début de la chaîne, on n'a pas encore fixé d'horaire fixe ou ce genre de choses. Mais oui, on a commencé à jouer à Terraforming Mars avec Sébastien et des amis. Et puis là, j'ai continué avec Mars Horizon avec Julien Dassaterrier. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube et sur Twitch aussi. Très bien, bah, je pense qu'on a fait le tour. Alors, j'arrive pas à déplacer la bonne image, mais je voulais quand même remettre voilà, le Sense of Wonder ici. Comme ça, vous avez le nom. Vous pourrez aller les voir sur YouTube. Adrien vient de vous remettre le lien vers leur chaîne. Lundi, vous serez de retour avec Pierre, une nouvelle
Nouvelle petite soirée avec un ou une chercheuse. Et mercredi, ce sera de nouveau moi. Et mercredi, on va faire un quiz astro. Donc, à vos cerveaux, puisqu'on on va faire un quiz en live. Je vais m'arranger pour mettre en place des moyens de sondage. Je sais que ça existe pas mal sur Twitch. Et puis, je vais préparer des questions, plus ou moins compliquées. Des questions rigolotes aussi, avec des pièges. Et c'est vous qui répondrez aux questions. Donc, même si vous voulez revenir, n'hésitez pas. Voilà, donc on va faire ça la prochaine fois. Qu'est-ce qui est prévu d'autre? On va faire encore deux youtubeurs atomes, donc le vendredi. Encore deux au moins astronomes atomes le lundi. Et on a prévu aussi de faire un scriblio sur un mercredi où du coup on fera vous allez nous faire deviner, on vous fera deviner des mots d'une liste astronomique qu'on préparera et en dessinant. Voilà. Donc on a encore pas mal de choses de prévues. Merci d'être toujours avec nous, c'est super chouette. Et à bientôt. Merci beaucoup à Sébastien et Étienne, c'était passionnant. Et merci Adrien. Merci à toi, merci à vous aussi. Ouais, à bientôt tout le monde du coup. Salut tout le monde. Au revoir. Salut.